juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, enfin plutôt avec mes invités pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Voilà, je me suis pris les pieds dans le tapis pour la présentation de cet épisode d'aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, eh bien il y a Olivier de Scooter qui m'accompagne dans cet épisode. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Cette semaine, nous avons un invité élevé au rang de docteur, enfin au titre de docteur. Je veux parler de docteur Fabrice Kuhn. Salut Fabrice. Bonjour à tous les deux et puis bonjour à tous les auditeurs. Fabrice, c'est super de t'avoir avec nous. Ça fait longtemps qu'on entend parler de toi. Je dois le confesser, tes livres sont encore dans ma to-read list, mais par contre on a entendu parler de toi déjà sur certains podcasts de copains qui ont éventuellement pu te tendre le micro. Puis aussi on avait parlé de toi avec notre éditeur Fabien Moine qui a publié le livre Devenir triathlète et qu'on avait reçu à ce micro et avec qui on avait parlé notamment de tes travaux sur le sport d'endurance et autres. Donc c'est des sujets qu'on va pouvoir aborder avec toi aujourd'hui. Mais avant tout, Fabrice, je te propose de te présenter. Dis-nous tout. Qui est le docteur Fabrice Kuhn ? Donc je suis médecin généraliste, médecin du sport, triathlète, trailer, swimrunner, tout ce qui m'amuse un peu dans les sports d'endurance. Et puis je suis auteur de 5 livres maintenant, surtout sur la nutrition pour les sports d'endurance et puis sur l'entraînement aussi. Sur la nutrition, sur les sports d'endurance, on va pouvoir y revenir. Tu nous disais... Tu viens de nous dire que tu étais triathlète. Maintenant, tu es triathlète, swimrunner et autres. On peut revenir un petit peu plus en détail sur ta pratique du sport. Enfin, comment est-ce que tu as rencontré le sport et comment est-ce que tu as choisi tes différentes pratiques ? Alors, j'ai toujours fait un petit peu de sport, mais un petit peu de tout, du tennis, du foot. Et puis, j'ai commencé à courir. C'était en 98 parce que j'ai un copain qui m'a dit « Viens, on fait un marathon ». Et donc, j'ai commencé la course à pied par un marathon, exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais je l'ai fait. J'en ai souffert, ça c'est plutôt... je l'ai fini, mais bon, j'ai fini bien fracassé, mais bon, en 98, c'est vrai que on n'avait pas autant accès à Internet et à toutes les informations qu'on a maintenant. Et donc j'ai continué comme ça à bricoler, et le même copain m'a tanné pendant quelques années pour venir faire du triathlon. J'ai dit non, j'ai pas le temps, et puis finalement je m'y suis mis et j'ai commencé le triathlon en 2006. Et du coup, j'ai commencé en septembre 2006 et décembre 2006, j'ai fait ma première Saint-Élion aussi parce que j'ai dit allez, tiens, on va tenter autre chose qu'un marathon et j'ai attaqué le trail d'emblée par la Saint-Élion sans passer par le cours avant. Donc en fait, j'ai toujours été sur du long et en triathlon, j'ai commencé par un sprint puis un CD, enfin ce qu'on appelle moyenne distance maintenant. Distance olympique et puis tout de suite je suis passé sur le long. La première saison j'ai attaqué sur du long d'emblée et puis j'ai jamais lâché le long. En général avant les gros efforts comme ça on dit toujours qu'il faut consulter son médecin avant, donc du coup est-ce que c'est pas un peu le comble pour toi qui est médecin et qui se lance directement sur des distances hyper longues comme ça ? Je ne suis pas mon médecin traitant. D'accord, c'est ça, ok, c'est un peu le cordonnier mal chaussé. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est surtout que, en fait, je cherchais à m'amuser et puis en fait, quand je me suis lancé sur ma première Saint-Élion, j'avais aucune conscience de ce que c'était. Alors, je l'ai très bien terminé, il n'y a pas eu de souci, mais oui, je le déconseille. Et attends, et c'est qui ton médecin traitant du coup ? Il n'y en a pas. La plupart des médecins... C'est le fameux pote qui t'a tanné pour faire du marathon, c'est ça, non ? Non, il n'est pas médecin. Bon, donc du coup, on doit écouter ce que tu dis, mais pas ce que tu fais, c'est ça ? Ah non, je me suis assagi. Tu peux écouter ce que je dis maintenant. Ok, bon. La preuve, tu t'es assagi, t'as pas commencé direct par l'Ironman en triathlon, t'as commencé par un court distance. Oui. Non, la première année, j'ai fait le triathlon, j'ai fait un sprint et un CD, et donc en septembre après, j'ai attaqué le L de Vouglan, qui était très sympa. La deuxième année, je suis passé sur Gérardmer en long et à l'époque, c'était 4, 120, 30 les distances avant que ça passe en half.
Je crois que la 13e année, j'ai dû passer sur Ironman. Bon, c'est pas mal comme parcours. Et du coup, sur Ironman, t'en es où? Donc, t'as commencé en 2009 l'Ironman, si je comprends bien, parce que tu dis que t'as commencé le tri en 2006, troisième année sur Ironman, donc 2009 l'Ironman? Non, alors le premier long, du coup, j'ai commencé le tri en 2006, mais le premier long, il était en 2007, 2008, 2009. Ah, j'ai dû louper un truc, ça devait être en 2010, mon premier Ironman, et c'était le Striemann. Bon, et alors, depuis, ça a donné quoi pour toi, praticien de la médecine, médecin du sport et triathlète sur Ironman, ça donne quoi? Ouais, ben écoute, j'ai progressé. En fait, j'ai progressé avec mes livres. À chaque fois que je me suis instruit pour mes livres, j'en ai profité. Je suis mon premier cobaye en fait. Et à chaque fois, j'ai progressé. Et donc, maintenant, j'ai fait 10 Ironman. Le dernier que j'ai fait, il date. Maintenant, c'était 2019 à Kona. Mon record, il date de 2019 sur le Tour Ironman où j'avais fait 10,07 et j'avais fait la même chose à Francfort l'année d'avant, je crois. Et j'imagine que c'est comme ça que tu t'es qualifié pour Kona, parce que tu nous balances ça comme ça facilement. Donner Ironman, c'était à Kona. Bon, pour ceux qui connaissent pas, j'espère qu'il y en a pas dans le podcast qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de Kona, mais Kona, c'est juste l'Ironman d'Hawaï, les championnats du monde de triathlon Ironman. Donc, tu t'es qualifié pour aller là-bas? Ouais, je me suis qualifié à Taïwan, où j'ai fait une deuxième place dans ma catégorie d'âge. Alors, le temps est pas très représentatif parce que j'ai mis 9h10, mais la natation a été amputée parce que la mer était démontée, donc il y avait une espèce de crique où on n'a fait qu'un parcours de 800 mètres. Après, il y avait une transition un peu longue de plus d'1 kilomètre. Mais du coup, avec la natation en moins, et je crois que j'ai mis 9h10, je crois, avec beaucoup de vent à vélo, vraiment beaucoup de vent. Notamment en fait, sur Taïwan, c'est un archipel au large de Taïwan, et tu sautes d'une île en l'autre avec des ponts, et tu as un très long pont à un moment où on avait un vent de face. Sur le retour, un vent à l'aller interdit de doubler. En fait, il y a tellement de vent qu'il est interdit de doubler sur ce pont. Et à l'aller, j'étais à 42-43 km/h assis sur le vélo sans rien faire parce qu'on n'a pas le droit de doubler. Au retour, j'ai été sur le prolongateur à 20 km/h. Et il faisait bien chaud. Attends, quand tu dis on n'a pas le droit de doubler, c'est-à-dire c'est parce qu'il y avait trop de vent et que le pont était trop étroit, on n'avait pas le droit d'être à deux de côte, c'est ça? Alors, le pont est assez large parce qu'il y a les voitures qui passent, mais comme il y a beaucoup de vent à cet endroit-là et que c'est réputé, il est interdit de doubler sur ce pont. Pour éviter que tu sois que tu aies un déporté. Vent de côté et que tu sois déporté. Ok, d'accord. Voilà. Et il faisait bien chaud ce jour-là, je crois qu'il faisait 35 degrés. Et du coup, j'avais réussi à bien m'acclimater à la chaleur. Et du coup, ça passait bien. Bon, du coup, après, pour Kona, ça devait être un peu plus facile. 9h10, même si la natation a été amputée, si tu considères que tu as fait 800 sur les 3008, donc 3000 mètres, allez, 3000 mètres, t'as enlevé 1 heure de natation, quoi. Mais c'est pas si mal, finalement, comme temps. Oui, non, si je me suis qualifié, je suis content de ma course, hein, je suis très content. Bon, c'était pour briser un petit peu la glace qu'on abordait ces sujets-là, mais du coup, tu nous dis que tu as progressé à chaque fois en triathlon et particulièrement sur la distance Ironman au fur et à mesure où tu écrivais tes livres, où tu publiais tes livres. Tu peux revenir avec nous justement sur les différents sujets que tu as abordés dans ces livres et puis en quoi est-ce que tu as progressé justement? Alors, le premier livre, c'était Nutrition de l'endurance, donc j'avais déjà des notions, hein, parce que c'est là-dessus que j'ai démarré, mais du coup... en mangeant mieux, en m'appliquant à mieux manger avant, pendant et durant l'effort, j'ai progressé. J'ai été plus efficace. Ensuite, après, j'ai écrit Paléophyte, où du coup, j'ai abordé plus l'entraînement. Et en fait, j'ai introduit la musculation. Alors ça, je l'avais commencé avant parce que j'en avais marre d'avoir des courbatures. Du coup, j'ai écrit Paléophyte et que j'avais écrit... Initialement, quand j'ai commencé à me renseigner sur la musculation, parce que j'en avais marre d'avoir des courbatures après un marathon ou après un Ironman et de ne plus pouvoir marcher pendant une semaine, et donc je me suis informé, et ça tombait au moment où j'ai vu des conférences sur la programmation de l'entraînement pour les sportifs d'endurance, et justement, ils parlaient beaucoup de musculation et de l'intérêt de la musculation. Et donc j'avais commencé à faire ça, et je m'étais rendu compte que sur le marathon qui avait suivi, j'avais pas eu de courbatures. Et donc, ça fait partie intégrante de Paléophyte, et c'est comme ça que j'ai progressé. La progression suivante, ça a été faite quand j'ai écrit Ultra Performance, l'entraînement à glycogène bas, où en t'entraînant à glycogène bas, donc c'est en faisant des manipulations nutritionnelles autour de l'entraînement, et en périodisant la nutrition autour de l'entraînement, tu arrives à créer des adaptations
En fait, tu crées un stress supplémentaire et ce stress enclenche des cascades adaptatives qui te font progresser, qui te permettent de multiplier les mitochondries, qui permettent d'acquérir des adaptations profitables à l'endurance. Et ça a été encore une autre progression, notamment avec une faculté à ne plus ralentir lors du marathon sur Ironman. Réussir à conserver ta vitesse. Alors, je l'ai traduit aussi en trail, parce que comme je fais du trail, comme je fais de l'ultra, je me suis aussi rendu compte que finalement, en faisant la musculation et en faisant un traitement glycogène bas, je ralentissais moins que les autres à la fin des compétitions. Et donc, ça a été ma troisième façon de progresser. Alors, attends, c'est super intéressant, mais faudrait qu'on revienne dessus. Alors, déjà, le premier, c'était la nutrition de l'endurance, ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelle était ta thèse de base, parce que tu l'as dit, tu es médecin généraliste, médecin du sport. Finalement, est-ce que les livres que tu as écrits, c'était des thèses de recherche? Est-ce que c'était pour toi de la, comment dire, un peu la somme de toutes les lectures que tu avais pu faire et puis que tu as recraché dans un livre, ou au contraire, c'était vraiment empirique? Tu t'es basé sur l'analyse de toi, de ce que tu faisais, et donc tu en as tiré des conclusions à base de recherche ou autre? Alors, j'ai toujours la même façon de travailler, c'est je lis les études scientifiques, je les applique pour moi-même et je les transmets à mes lecteurs et à mes auditeurs. J'ai toujours cette façon de travailler où je suis mon premier cobaye, mais la base, c'est toujours scientifique. D'accord ? C'est je lis, je teste, j'explique. Et donc du coup là, la thèse de base de nutrition de l'endurance, pour toi c'était quoi, et qu'est-ce qui a évolué après justement sur la musculation? Ok, on a bien compris l'intérêt, et je pense que depuis le temps qu'on en parle, ça fait partie des choses que l'on recommande aussi, mais vraiment appliqué à la partie nutrition. Donc après sur le bouquin sur la nutrition paléo et puis celui sur le glycogène bas, quelle a été ton évolution finalement au fur et à mesure de ces phases où tu as écrit tes livres et où tu t'es entraîné et où tu as évolué dans tes entraînements et dans tes compétitions? La nutrition de l'endurance, en fait, j'ai repris un peu les études scientifiques, j'ai repris tout ce qui était vrai pour simplifier, pour pouvoir transmettre ça à tout le monde. Pour vulgariser, quoi. Ouais, vulgariser. En fait, il n'y a pas une théorie, il y a plein de théories qui se regroupent, il n'y a pas, c'est pas uniforme, on regroupe tout, et en fait, finalement, il faut se baser sur le régime méditerranéen qui est le meilleur pour la santé. Et autour de ça, on va adapter aux sportifs. D'accord ? Attends, le régime méditerranéen, tu peux revenir avec nous sur ce que c'est? Et puis, c'est peut-être le plus adapté, mais peut-être pas pour tout le monde, en fait, parce que j'imagine que le régime scandinave est plus adapté aux Scandinaves que le régime méditerranéen pour ces mêmes Scandinaves, et inversement. Le régime... de toute façon, il y a plein de régimes de santé qui sont performants. Le régime méditerranéen, c'est un régime riche en légumes, en fruits, en noix, avec un peu de viande, avec du poisson, avec des œufs. C'est ce qui permet en fait d'avoir un régime équilibré, et c'est assez profitable pour tous. Et autour de ça, on va adapter pour le sportif d'endurance. Et ça te permet, si tu veux, de choisir la qualité de tes aliments. Voilà. Et après, donc ça, c'est la base. C'est la nutrition de base, en fait. C'est ce qui sert de base. Ensuite, tu as les outils nutrition. Les outils, c'est comment tu vas construire autour de ça pour progresser. Donc, l'entraînement à glycogène bas, qui est mon dernier livre, lui, te permet de périodiser ta nutrition autour de ce que tu vas faire comme effort. Donc, ça va te servir d'outil pour progresser. Parmi les autres outils, il y a aussi ce que tu vas intégrer à ton entraînement ou à tes compétitions, à ton effort. Donc les boissons, les bars, c'est des outils aussi qui te permettent de devenir plus performant un instant T. L'entraînement à glycogène bas, c'est un outil qui te permet de devenir plus performant un peu plus tard. Et donc, en fait, il faut concevoir que la nutrition, tu as une base et tu as des outils. Et il faut réussir à exploiter les deux. Donc, la nutrition de l'endurance, c'est plutôt les bases avec quelques outils pour la compétition. Comment faire sa boisson, comment choisir sa boisson, parce que ça c'est important aussi, comment choisir ta boisson. Ça on te le dit pas, tu as plein de boissons, je sais pas combien il y en a, tu en as 30, 40 boissons différentes de l'effort. Comment tu choisis la tienne? Alors, quand tu es sur une compétition, il n'y a que celle-là, tu fais celle-là. Mais toi, comment tu peux choisir la tienne? Comment tu peux mieux manger en compétition? Combien il faut que tu manges de glucides? Et donc tout ça, c'est ce qui vient en complément de ton régime de base. Mais ton régime de base,
c'est en gros le régime santé. Pour faire le parallèle, là tu parles, on parle notamment de ton premier livre qui est Nutrition de l'endurance. Est-ce que ça veut dire très bêtement que pour un sportif qui fait pas de l'endurance, pour un sportif qui va faire, je sais pas, des sprints en triathlon, qui va faire de la course courte en athlétisme, des 800, des 1500, ce sera pas le même régime? Si, ça sera. La base est la même. C'est simplement que tu vas exploiter un peu différemment. Il va falloir peut-être que tu tournes un peu plus la récupération au niveau des protéines si tu fais du sprint ou des sports de force. Mais si tu fais un triathlon sprint, la nutrition elle est la même. Simplement, tu as moins besoin d'outils parce que tu n'as pas besoin de manger sur un sprint durant ton effort. Tu peux boire un peu si tu veux, mais tu n'as pas besoin de te concentrer sur l'alimentation. D'ailleurs, quand tu vas très vite, boire ou manger, c'est plus compliqué. Mais potentiellement, tu as une période d'affûtage qui est un peu différente aussi. Tu vas faire tes réserves, tu sais, quand on parle des fameuses réserves glucidiques quelques jours avant. Hermano mentionnait par exemple le régime scandinave où on va avoir tendance à justement vider les réserves au maximum et puis après refaire le plein quelques jours juste avant. Est-ce que ça, c'est différent en fonction des distances qu'on vise? C'est sûr que c'est plus important quand tu vises du long qu'un sprint. Un sprint, il faut que tu fasses le plein, mais tu n'as peut-être pas besoin de faire 3 jours de plein si tu vas pas dépenser tout ton glycogène musculaire. Le glycogène, c'est tes réserves de glucose dans les muscles ou dans le foie. Donc, glycogène musculaire dans le muscle et glycogène hépatique dans le foie. Si tu manges un jour où tu fais une petite surcharge, ça va te suffire pour faire un sprint. Si tu pars sur à partir du half, ça va être un peu plus compliqué. Il faut que tu aies des réserves un petit peu plus abondantes. Mais l'affûtage, c'est pas que nutritionnel, c'est aussi tout ce qui tourne autour, la fatigue, les séances et tout ça. Donc tout ça, ça reste important quelle que soit la distance choisie. Ouais, parce que c'est vrai que si on fait un rapport, finalement, un sprint, en tout cas en triathlon, c'est un peu moins d'une heure maintenant. Finalement, ça représente même pas le temps de la natation sur un Ironman, quasiment. Donc, effectivement, on n'est pas sur les mêmes rapports de temps à l'effort et puis de capacité aussi d'alimentation et d'hydratation. Tu l'as dit, sur un sprint, quand on va courir vite, on n'aura peut-être pas forcément la capacité à boire ou à manger, alors que sur un Ironman, même si on est rapide, même si on claque un marathon en 2h30 sur Ironman, on a quand même un peu plus le temps d'attraper un gel, une barre ou de manger quelque chose. Alors, le sandwich, peut-être pas, mais... Ouais, au niveau gestuel, c'est plus facile, en tout cas. Ouais, c'est clair. C'est plus facile à 5 minutes au kilo qu'à 2,30. Ok. Donc ça, c'est sur la partie nutrition de l'endurance. Tu as parlé aussi de paléo. D'où te vient justement cette idée d'aborder le régime paléo et peut-être en introduction, qu'est-ce que c'est que le régime paléo? Alors, j'ai pas abordé le régime paléo. Paléophyte, c'est un livre sur l'entraînement inspiré des chasseurs-cueilleurs. Dans lequel j'aborde pas le régime paléo. Parce que ça a été fait dans un autre livre chez mon éditeur. Alors voilà, ça y est, maintenant si tu nous embrouilles aussi, on va plus en sortir. mais par contre, dans Paléophyte, c'est s'inspirer des activités des chasseurs-cueilleurs pour progresser. Et en fait, s'inspirer des activités des chasseurs-cueilleurs, c'est plusieurs choses. C'est la polarisation de l'entraînement, parce que quand tu regardes les chasseurs-cueilleurs, ils faisaient soit de l'endurance pure, et beaucoup d'endurance pure quand ils marchaient. Ils marchaient beaucoup. Un peu de course. De la force, parce qu'il fallait arracher les tubercules, porter les animaux, tout ça. Et donc, alors forcément, ils faisaient pas gonfler les biceps, ils n'allaient pas faire des squats, mais par contre, ils faisaient de la force. Et de la vitesse pure, du sprint, soit pour terminer une chasse, soit pour échapper à un prédateur, mais finalement, ils faisaient peu de zones intermédiaires. Et en fait, donc c'est réparti en 3 zones, c'est ce que utilisent une partie des chercheurs sur la polarisation de l'entraînement, qui sont une partie basée en Espagne ou en Norvège. Et donc, tu as 3 zones d'entraînement. L'endurance, zone 1, la haute intensité, zone 3, donc c'est au-dessus de 90% de ta fréquence cardiaque maximale, et l'endurance, la zone 1, c'est en dessous de 85, et tu as la zone intermédiaire, 85-90% de la fréquence cardiaque maximale, qui correspond à la zone 2, et qui finalement est le seuil. Et donc, en fait, tu retrouves tes 5 intensités classiques. Ouais, la polarisation d'entraînement, il y a 3 zones qui sont utilisées par les chercheurs norvégiens, entre autres. Zone 1, c'est l'endurance pure, donc c'est en dessous de 85% de ta fréquence cardiaque maximale. Zone 3, c'est la haute intensité, c'est au-dessus de 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Et la zone 2, c'est entre les deux, entre 85 et 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Et c'est ce qui correspond au seuil. Finalement, on recoupe ce qu'on utilise classiquement, les 5 intensités. Zone I1, I2, c'est la zone 1. I3, le seuil, c'est la zone 2. Et I4, I5, c'est
c'est la zone 3, à haute intensité finalement. Donc tu retrouves à peu près la même répartition, mais en 3 zones. Et donc, les chasseurs-cueilleurs passaient 80% de leur temps en zone 1, 15% en zone 3 et 5% en zone 2. Et finalement, c'est ce qui correspond à la polarisation d'entraînement qu'on utilise, enfin que certains athlètes et chercheurs utilisent, et qui conseillent pour les sportifs d'endurance de passer 80% de leur temps en endurance, 20% à haute intensité, donc 15% à très haute intensité en zone 3 et 5% en zone 2. Donc finalement, on recoupe ça. Autre similitude entre ce que faisaient les chasseurs-cueilleurs et ce que font les meilleurs sportifs d'endurance, c'est la musculation. D'accord ? Et on sait maintenant que la plupart des athlètes de haute performance en endurance font de la musculation en plus. Et donc finalement, c'est que en s'inspirant de ce que faisaient les chasseurs-cueilleurs, on arrive à créer des athlètes de haute performance en endurance. Et d'ailleurs, c'est la même chose finalement, la même répartition des intensités, le même mix entre vitesse, endurance et force qui permet d'être en meilleure santé. On sait que ce qui est profitable à la santé, quand on veut faire du sport santé, c'est de faire un mélange de pas mal d'endurance et un peu de musculation et un peu de vitesse. Exactement pareil. Donc tu veux dire que le sportif du dimanche qui court 2 heures le dimanche et rien d'autre dans la semaine, c'est pas forcément l'entraînement santé. Il vaudrait mieux déjà qu'il étale un petit peu, puis à la limite, s'il peut s'entraîner que le dimanche, il fait 1h30 en endurance pure, 20 minutes à haute intensité et puis 10 minutes entre les deux, quoi. Ouais, ça fait faire une sacrée séance. Ouais, et puis d'ailleurs, en fait, on sait que le sportif dont tu parles qui va faire du sport que le dimanche, ça va être un sportif sédentaire. Un sportif sédentaire, c'est quelqu'un qui fait du sport quand même, mais qui, par sa sédentarité, c'est ne faire rien faire le reste du temps, être beaucoup assis, ne profite pas autant des effets du sport qu'il devrait et dont la santé s'altère. Donc il aura plutôt intérêt à faire 10 minutes de musculation le mardi et le mercredi et puis sa sortie le dimanche, ça sera encore plus profitable. On parlait justement du sportif sédentaire avec Anthony Berthoud, effectivement. Lui, il allait même un peu plus loin, il disait voilà, quelqu'un qui fait 1 heure de sport tous les jours, mais qui le reste du temps passe sa journée assis entre le bureau, la voiture, le bus, le métro, le resto, à table, etc. En fait, c'est un sportif sédentaire et donc du coup, il se fait du mal. Potentiellement, il faudrait bouger toutes les 20 minutes, idéalement. Et je pense que ça, parce que oui, pour la plupart des gens, déjà faire 1 heure de sport par jour, c'est beaucoup. Donc je pense que on peut dire en tout cas que dans nos sociétés, pour la plupart des gens, on est, je pense qu'on a beaucoup de sportifs sédentaires, voire même de sédentaires qui ne sont même pas sportifs parce qu'ils ne font même pas ces 1 heure par jour. Enfin bref. C'est vrai que je me retrouve aussi dans ce cas-là et je pense que toi aussi Olivier, parce qu'on a beau faire du sport tous les jours, finalement le reste de la journée on est relativement assis derrière l'écran ou on va en rendez-vous client, on est dans la voiture, voilà, donc où commence et où s'arrête ce statut de sportif sédentaire finalement? Oui, enfin après je sais pas s'il y a une limite précise, hein, mais je veux dire même quand je m'entraîne beaucoup parce que je suis en préparation d'un objectif et que je monte à 15-20 heures d'entraînement sur la semaine, malgré ça, voilà, le reste du temps, effectivement, c'est vrai que je suis beaucoup assis et un peu immobile devant un écran, quoi. Et ça arrive beaucoup, effectivement. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, heureusement, mais je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. Fabrice, tu disais aussi, tu soulignais l'importance de la musculation. Moi, c'est quelque chose que j'ai pris en compte là depuis l'année passée parce que sur mes dernières courses un peu longues, je sentais que ce qui faiblissait fatalement, c'était les muscles, c'était les jambes. Et donc c'était ma limite, et donc il fallait que je fasse de la musculation. Donc cet hiver, enfin depuis les derniers mois, j'ai mis de côté le vélo, les plaquettes, et je fais beaucoup plus de musculation. Maintenant, ce serait peut-être bien de redéfinir qu'est-ce que c'est que la musculation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses autour de ça. Et qui sont peut-être pas toutes bénéfiques pour autant. Donc qu'on parle de
de renforcement musculaire un peu light, qu'on fasse du crossfit, qu'on fasse du bodybuilding. Tu vois, tout ça, on a tendance à mettre tout ça, tu sais, dans le même dans le même panier. Dans le même panier. Et au final, c'est quoi quand tu dis la musculation, c'est quoi en fait qu'il faudrait faire idéalement? Est-ce qu'on doit plutôt faire du crossfit? Est-ce qu'on doit plutôt faire des exercices sur des machines? Est-ce qu'il faut éviter au contraire faire des exercices de poids du corps, etc. Bon, j'ai ma petite idée évidemment, mais voilà, comment est-ce que tu définirais toi la musculation au sens du paléophyte? Alors, déjà, ça va dépendre de ton niveau initial. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'habitude de faire la musculation, si tu fais des flexions, tu vas déjà en profiter. Et si tu as l'habitude de faire un peu quelque chose, il va falloir que tu ailles taper plus haut et que tu fasses de la musculation avec des charges. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est le plus profitable pour les performances en endurance, c'est de faire avec des charges lourdes. Avec quand même une autre notion, c'est que pour la course à pied, la pliométrie, c'est-à-dire tout ce qui est saut, est profitable aussi. En plus, ça permet de diminuer les courbatures. D'ailleurs, la musculation lourde aussi permet de diminuer les courbatures. Donc, ça dépend de ton point de départ initial. Deuxième chose, c'est que à quoi as-tu besoin? À quoi as-tu accès? Si tu as accès à une salle, mais que c'est très loin, le temps perdu ne sera pas forcément profitable. Si tu le fais mal et que tu es mal encadré, tu risques de te blesser et c'est pas profitable. Donc, ce qui est important, c'est de faire quelque chose d'accessible et d'efficace. Alors, c'est sûr que faire de la préparation physique générale, comme on le voit à la PPG autour de la piste, en général, c'est pas suffisant. Il va te falloir des mouvements un peu plus complexes, un peu plus durs, un peu plus avec une tension musculaire un peu plus chargée. Mais tu peux faire une bonne partie au poids de corps. Il suffit simplement de trouver des astuces avec, par exemple, des flexions sur une jambe, des flexions sur l'autre jambe, des fentes sur une jambe. Tout ça, ça sera déjà profitable. Après, à partir d'un certain niveau, c'est vrai qu'il est profitable d'aller faire avec un coach, avec des charges lourdes, des squats un peu plus dynamiques. Par contre, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'on a besoin que ces mouvements soient polyarticulaires. C'est-à-dire que tu ne vas pas les faire gonfler juste ton biceps en faisant juste du biceps parce que ça ne te servira à rien. Il faut que tu aies un mouvement plus complexe. Alors, les squats sont plus... Ça fera plaisir à ton conjoint ou à ta conjointe, non? Ouais, non, c'est pas la peine, ça. Tu vas déjà progresser, tu seras mieux construit. Donc, il faut que tu trouves ce à quoi tu es accessible et ce que tu peux faire facilement. Moi, je fais la plupart de mes efforts au poids de corps parce que ça me permet d'avoir un bénéfice certain et je rajoute de la pliométrie. Donc, avec des sauts qui me permettent vraiment de finir en ayant beaucoup moins mal aux jambes et de ne pas avoir de courbatures et donc de moins ralentir sur la fin d'un Ironman. Par contre, ce qu'il faut, c'est en faire au moins 2-3 séances par semaine. Et ce qu'il faut, c'est ne pas arrêter. Souvent, ce qu'on voit, c'est des sportifs qui le font l'hiver et qui, l'été, à l'approche des compétitions, ils arrêtent. En fait, il faut que tu le conserves toute l'année. Tu ralentis à l'approche des compétitions, mais tu conserves un petit peu quand même. Et ce qu'il faut, c'est que ça soit assez spécifique de ton activité. Tes biceps à vélo, ils ne te servent à rien. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu te fasses travailler. Tes muscles, ils servent à vélo en course à pied dans des angulations et des amplitudes assez proches de ce que tu vas rencontrer durant un triathlon. Alors moi j'ai une question là-dessus. Nos auditeurs le savent, j'en parle souvent, je me prépare pour une traversée de la France en courant. Mon coach, mon kiné me disent tous il faut rajouter quelques exercices de pliométrie, etc. J'ai une petite douleur au pied, donc le kiné me montre quelques exercices à faire pour mobiliser le pied autrement par rapport à ma foulée qui est pas réellement une foulée classique, traditionnelle et efficace. Mais il y a quand même la question de l'augmentation de la charge. Alors quand on dit on en garde un petit peu tout le temps, toute l'année, y compris pour les sportifs qu'on peut toutes et tous être à faire pas mal l'hiver et puis après dès que la saison commence à arriver, on laisse de côté. Il y a peut-être une question de motivation, mais il y a aussi une question de charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on met 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 2 fois 5 minutes dans la journée, parce que quand tu t'enquilles, je sais pas, si t'es à 15-20 heures d'entraînement par semaine et que tu rajoutes mine de rien une demi-heure d'exercices PPG, pliométrie et autres par jour, ça rajoute du volume. Alors, moi, je rajoute en gros 3 fois 20 minutes dans la semaine. 2 à 3 fois 20 minutes dans la semaine. Et à l'approche des compétitions, il me reste que 2 fois 4 minutes dans la semaine. Donc, je deviens de plus en plus spécifique. J'ai parfois 20 minutes de musculation juste après l'entraînement en course à pied ou en vélo.
j'ai parfois ce que j'appelle des séances mixtes où je pars courir et toutes les 5 minutes, je fais 1 à 2 minutes de musculation pour repartir avec courir tout de suite en endurance derrière avec les jambes bien chargées de l'effort. Et puis voilà la façon dont je travaille. Et donc finalement, tu arrives à pas perdre trop de temps. Et tu vois, avant une compétition, je vais enquiller juste un Tabata, donc 8 fois 20 secondes à fond et 10 secondes de récup, un Tabata en saut de grenouille. Ça me permet de maintenir une pression sur les jambes et de pas créer trop de fatigue et de laisser du temps disponible pour le reste de l'entraînement et devenir de plus en plus spécifique. Et tout ça, c'est des éléments que tu as été chercher ou du bon sens sur base justement de cet entraînement paléophyte, donc des chasseurs-cueilleurs. Mais tu nous disais juste avant que les chasseurs-cueilleurs, justement, ils s'amusaient pas à faire des squats ou des jumps ou des choses comme ça, ou des sauts de grenouille. Donc, tu t'es inspiré de ça comment finalement? En fait, je reproduis pas leurs gestes, je reproduis leur intensité et leur façon de faire et le type d'effort. Mais je ne reproduis pas leur vie. Simplement, je transfère ce qu'ils faisaient dans notre activité faisable au quotidien. Bon, ça doit être sympa quand on vient de voir en tant que médecin généraliste ou même médecin du sport, entre 2 patients, hop, tu fermes la porte, tu fais quelques exercices et puis après tu vas chercher le patient d'après. Ça se passe comme ça chez toi dans ton cabinet? Malheureusement, non, j'ai pas le temps. Mais ça pourrait. Mais par exemple, quand je vais chez les patients, c'est vrai que je prends plus facilement l'escalier que l'ascenseur. Et quand tu disais viser les mouvements spécifiques, donc pour revenir un petit peu à la question que je te posais tout à l'heure, bon, le bodybuilding en tant que tel, a priori, c'est pas quelque chose que tu préconises. C'est vraiment quelque chose d'esthétique, hein, et ça, je pense que c'est important qu'on en prenne conscience. C'est que il y a énormément d'exercices de vraiment la musculation où on va justement aller chercher des mouvements très précis pour faire gonfler le biceps. Ça n'a aucune valeur ajoutée, ou en tout cas beaucoup moins. Dans la pratique d'un sport. Tout à fait. D'ailleurs, regarde un bodybuilder, il n'est pas construit comme un haltérophile. L'haltérophile, il a besoin de développer de la puissance et de l'énergie. Le bodybuilder, c'est juste du visuel. Donc, et tu regardes les deux, ils sont pas bâtis pareil. Nous, notre but, c'est pas de prendre du poids aussi. Ce qui fait souvent peur, c'est de prendre du poids. On va pas prendre de poids parce que finalement, quand tu t'entraînes régulièrement en endurance, tu crées des réactions biochimiques qui vont à l'inverse de la prise de masse musculaire. Donc finalement, si tu t'entraînes régulièrement, tu vas pas prendre de poids. Et notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est d'être fonctionnel, efficace. C'est pas effectivement de prendre du volume et d'être esthétique, c'est d'être fonctionnel et efficace. Mais c'est important, je pense, effectivement, de le préciser. Et du coup, parce que souvent, quand on va dans une salle de sport, la majorité des gens, ils font quoi? Ils sont sur des machines. Ils sont sur des machines où ils font un mouvement très spécifique, où ils vont aller travailler un muscle en particulier. Et moi, personnellement, j'utilise jamais ces machines-là, parce que je vais dans des salles quand même assez régulièrement, mais je les utilise jamais. Et pourquoi est-ce que la majorité des gens utilisent ça? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas... soit c'est parce qu'ils cherchent uniquement l'aspect esthétique pour faire gonfler justement les muscles, ou est-ce que c'est par ignorance? Je pense que c'est un petit peu des deux, mais comme tu le dis, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que finalement ton corps, il marche en chaîne. Tu vas avoir, quand tu actives ton quadriceps, il n'y a pas que le quadriceps qui s'active. Il y a toute une série de muscles qui font que tu avances quand tu cours. Il y a les fessiers, il y a les mollets, il y a les quadriceps, il y a les ischio-jambiers. Et notre but, c'est de travailler tout ça en même temps parce que c'est ça qui va nous rendre fonctionnels. Et effectivement, on est à l'inverse. Après, c'est vrai que dans les salles de sport, il y a une culture différente. Et finalement, il y a plus une culture de l'esthétique, de la gonflette entre guillemets, plus que de l'efficacité et de la puissance comme nous on a. C'est sûr qu'en fait, il faut vraiment voir que c'est deux choses différentes. Et quand je parle de musculation, je ne parle pas de prise de poids ou de prise de masse musculaire. Je parle de fonctionnalité et d'efficacité. Mais merci de faire la distinction, effectivement, c'est important. Et quand tu dis justement donc du coup, on est d'accord que pour toi, les machines, c'est pas quelque chose que tu recommandes. Non, et c'est pas quelque chose que j'utilise. Je vais jamais en salle de sport. Je fais tout dehors, en extérieur ou à la maison l'hiver, avec une grande partie au poids de corps. Et c'est ce que j'ai fait du coup dans la nouvelle édition de Paléophyte là, qui est ressortie en novembre, où j'ai inclus des nouvelles séances d'entraînement où j'essaye de
reproduire au poids de corps, dans des mouvements fonctionnels, l'intensité qu'on aurait avec des charges et des machines. Le fait d'avoir une infrastructure avec une cage, des poids, tu parlais d'haltérophilie par exemple, tu vois, une barre de 20 kilos avec des poids à mettre dessus pour faire tes squats avec un poids supplémentaire, ça c'est le genre de choses effectivement que tu pourrais utiliser en salle, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est profitable. Parce que c'est un mouvement polyarticulaire fonctionnel qui reproduit assez ce que tu peux faire en vélo par exemple ou en course à pied. Donc ça c'est un bon geste que tu peux refaire et que tu peux faire en salle de sport. Par contre, il faut apprendre à le faire parce que les gestes d'haltérophilie, l'haltérophilie c'est un vrai sport technique. Mais ça peut être dangereux. Oui, c'est ça. C'est que si t'es pas guidé, si tu sais pas le faire, tu as un risque de blessure quand même. Bien sûr. Mais ça te demande d'aller dans une salle de sport, donc ça demande un certain temps, ça demande un coût, il faut s'inscrire dans la salle. Et j'essaye aussi de m'adresser à tout le monde pour qu'on puisse faire ça sans perdre de temps. Moi, je te fais une séance de musculation de 20 minutes à la maison qui me prend pas plus de temps que ça. Et que je peux faire quand je suis en vacances dans un hôtel ou quand je suis en vacances dans un appartement. Peu importe, je le fais un peu n'importe où. Et c'est une autre chose que je peux faire aussi dehors et profiter du beau temps l'été. Et rester dehors autant que je peux. Et en même temps... Ouais, même profiter de la pluie et du mauvais temps en hiver, hein, finalement il y en a qui aiment ça aussi. Ouais, moi j'aime le chaud, pas la pluie. En même temps, ce qui est difficile, je trouve, c'est justement d'avoir cette discipline de le faire, tu vois. Moi, ma sortie vélo, je vais la faire, ou ma sortie en course à pied, ou aller à la piscine. Mais par contre, c'est les 5, 10, 15, 20 minutes d'étirement et de renfort musculaire à la maison, ça... c'est le genre de truc, j'ai beaucoup de mal, tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront là-dedans. C'est difficile d'avoir cette discipline, de se dire, oui, ça, je vais les faire, mais combien de gens se sont pas dit, tiens, je vais faire 100 pompages tous les matins, et en fait, tu le fais 3 jours, et puis le 4e, t'as oublié, et tu le fais le 5e jour, et après, c'est fini, tu vois. Donc, est-ce que toi, t'as des trucs par rapport à ça, et est-ce que le fait de, justement, avoir peut-être des cours collectifs, du style justement le CrossFit, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est des choses que tu recommandes aussi? Alors le CrossFit oui, mais à condition de ne pas le faire à fond comme ils font certaines fois, c'est-à-dire que tu les as déjà vus faire parfois quand ils font du CrossFit, il y a toujours une espèce de compétition et ils font tous les gestes à fond et quitte au détriment de la qualité. Moi je suis comme toi, j'aimais pas faire de la musculation au début, je continue à le faire parce que j'en ai trouvé le bénéfice. Et il a fallu que je passe par créer des séances de musculation où je me mettais un thème. Par exemple, tu vois, j'avais créé des séances qui s'appelaient 226, comme la distance en kilomètres d'un Ironman, où finalement je faisais 2 fois 26 répétitions et ça représentait quelque chose pour moi et ça m'a permis de m'amuser et d'y aller. Je fais aussi les séances de musculation en groupe. Comme ça, tu es avec les copains, c'est plus marrant. La séance mixte dont j'ai parlé tout à l'heure, où tu fais 5 minutes de course en endurance, 2 minutes de musculation, 5 minutes de course, ça te permet de le faire à plusieurs groupes, enfin plusieurs personnes dans le même groupe, mais personnes de groupes de niveaux différents, et tu peux faire ta musculation ensemble. Et du coup, tu as un côté assez ludique. Hier, tu vois, j'ai fait une séance, c'était encore 226. J'essaie de trouver un thème comme ça. Ce qui me permet de me motiver, c'est je sais que ça fonctionne, je sais que j'en ai que pour 20 minutes, je sais que je vais essayer de trouver un thème, une façon de faire qui va m'amuser. Et ça me permet. Et j'essaie de varier aussi, je fais des séances différentes toutes les semaines, je reproduis jamais la même séance, il y a des rythmes différents, des enchaînements différents, il y a plein de gestes différents. Effectivement, si tu fais 100 pompes tous les jours, c'est casse-pied. Si tu fais un petit peu autre chose, des pompes, des dips, des flexions, ça rend ça un petit peu plus ludique. Et le but pour moi, c'est vraiment d'essayer de rendre ça ludique, ce qui me permet d'avancer. Et surtout, une fois que tu as vu la performance, le bénéfice, ça n'a plus envie d'arrêter. J'ai un copain que j'avais préparé comme ça pour un ultra, pour les Templiers. Et je lui avais fait faire de la musculation. J'avais dit, moi je te prépare, mais tu auras de la musculation systématiquement. Et je lui avais dit, tu vas voir à la fin de ton ultra, tu vas doubler du monde parce que tu auras pas mal aux jambes et tu verras que les autres, ils auront mal aux jambes et tu vas les doubler parce qu'ils avanceront plus. Toi, tu courras, eux, ils marcheront. Et je l'ai revu après et il m'a dit, t'avais raison. Il me dit, quand je t'entendais parler dans ma tête, je me disais, mais il est fou, il est fou. Je t'écoutais, mais voilà. Et puis après, il me dit, mais t'avais raison. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il s'entraîne, il fait de la musculation. Parce qu'il s'est rendu compte du bénéfice. Mais par contre, il fait que de la musculation au poids de corps. Il n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça lui prend 2 fois 20 minutes dans la semaine, mais c'est 2 fois 20 minutes qui sont hyper rentables. En même temps, il ne faut pas aller
j'imagine que tu as aussi des limites, c'est-à-dire que c'est bien de faire de la muscu, mais si tu commences à faire plus de muscu que t'entraîner en courant ou à vélo, ce qui est peut-être un petit peu mon cas pour l'instant, tu vois. Donc je me dis que je vais devoir inverser la tendance là bientôt, parce que la saison va reprendre. On enregistre au mois d'avril là. Mais c'est quoi pour toi le bon ratio, on va dire, et peut-être en pourcentage, parce que voilà, chacun a des volumes un peu différents en fonction de ses objectifs et de ses dispos. Mais c'est quoi pour toi le ratio idéal entre renforcement musculaire et entraînement dans une des trois disciplines? Alors, moi, je m'entraîne autour de 12-13 heures par semaine. Ça monte parfois à 15. Et j'essaye de garder en général 3 fois 20 minutes de muscu dans la semaine. Ça peut être 2 fois une demi-heure parfois, mais tu vois, ça reste assez peu finalement. Mais par contre, c'est quand je suis dedans, je suis dedans. Voilà, je me fais de la musculation vraiment. Et au fur et à mesure de la saison, ça devient de plus en plus réduit. Alors ça va être 2 fois 20, puis après 2 fois 15, après 2 fois... Quand je suis dans les 3 dernières semaines, ça 2 fois 5 minutes. Donc tu vois, tu es vraiment de plus en plus spécifique, de plus en plus court. Mais de toute façon, je n'irai pas au-delà parce que ce que j'aime faire, c'est courir, c'est rouler, c'est nager. Donc je l'introduis en plus. Mais ma base, ça reste quand même de rouler, de couler, rire et de nager. Mais c'est pas couler. Non, pas Petit couler. lapsus. Ouais, je nage pas très bien, mais quand même. Bon, chacun son truc, hein. Il y en a qui aiment couler. Il y en a qui font la brasse couler, hein, ça marche aussi. Et tu dis, tu réduis ça au fil de la saison, mais c'est aussi parce que, comme tu dis, voilà, moi, en fait, peut-être parce que ça te gonfle un peu de faire ton renfort, tu le fais parce que c'est nécessaire, mais ce que t'aimes, c'est pas ça. Mais dans une logique de performance, est-ce que tu garderais ce ratio, sachant que là tu disais, voilà, grosso modo, c'est 1 heure répartie en 3 séances sur la semaine, et c'est 1 heure sur les 12-13 où tu passes à t'entraîner. Donc en gros, t'es à 7-8% de ton volume d'entraînement en fait que tu passes à faire du renforcement musculaire. Si on est dans une logique vraiment de performance pure, où tu veux juste pouvoir faire le meilleur temps, et ça dépendra peut-être des distances d'ailleurs, tu nous le diras, est-ce que ce pourcentage-là, il aura tendance à augmenter ou pas? Non, je pense pas. Je pense que si vraiment je voulais performer un peu plus, j'augmenterais un peu la muscu avec des séances un peu plus lourdes. J'irais en salle pour faire des squats, comme tu disais, un petit peu plus lourds. Mais ça supposera qu'il faut que j'ai un peu plus de temps et j'augmenterai un petit peu le volume d'entraînement global aussi. Après, ce que tu peux faire, c'est vraiment augmenter un petit peu plus durant l'hiver et puis être à plus de 1 heure durant l'hiver et puis réduire encore plus progressivement et de façon plus prononcée si tu veux. Avoir peut-être une variabilité un peu plus importante entre l'été et l'hiver. Pour revenir aussi à ce côté un peu compliqué finalement quand on fait de la muscu à la maison, parce que voilà, il y a un côté un peu pas très motivant pour certains, ce que je peux comprendre. J'ai l'impression qu'il y a quand même un grand piège, c'est le portable. T'as ton téléphone à côté de toi. Le truc, c'est que la muscu, contrairement à une sortie course à pied, en fait, tu cours. A priori, tu t'arrêtes pas de courir. Idem pour le vélo. Par contre, quand t'es chez toi, à la maison, tu fais, je sais pas, tu fais tes pompes, tu fais tes abdos, tu fais tes squats, peu importe. Bah, tu fais ta série. Et puis, entre chaque série, t'as un petit temps de repos. Et le petit temps de repos, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone. Et puis t'as vite fait d'ouvrir Instagram ou autre, je sais pas, et commencer à perdre du temps là-dessus. T'as un truc toi pour ça? Alors t'as 2 solutions. Soit tu profites de ton téléphone pour te mettre un chrono du genre Tabata timer, et finalement tu fais un Tabata, donc en 20 secondes d'effort, 10 secondes récup. Et finalement, t'as pas le temps de t'arrêter, t'as pas le choix. Soit tu enchaînes des mouvements différents au bas du corps. Finalement, tu te laisses pas de récupération. Et moi, la plupart des séances, j'essaye de pas avoir de récupération. Quand je fais 20 minutes, c'est 20 minutes à fond, où j'essaye d'avoir le moins de récupération possible. Et du coup, t'as pas le temps de regarder ton téléphone parce que si tu récupères 1, 2, 3 respirations et puis tu repars, quoi. Et finalement, c'est 20 minutes pleines. Et moi, c'est ce que je veux. C'est quand je fais 20 minutes, c'est 20 minutes pleines. Et donc, soit tu as travaillé les jambes et tu veux récupérer un peu sur les jambes et finalement, tu vas faire des pompes, par exemple, et vice-versa. Et du coup, tu n'as pas besoin de récupération si tu fais comme ça. Mais effectivement, le but, c'est, comme je fais que 20 minutes, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort.
Juste pour préciser, quand tu dis 20 minutes à fond, c'est pas 20 minutes au seuil, dans cette fameuse zone 3. C'est pas du 8, quoi. C'est 20 minutes de muscu/renforcement musculaire où tu fais non-stop, mais c'est pas... Oui. Tu te mets pas la misère. Bah, de toute façon, t'as pas la même intensité. Tu peux pas mettre la même intensité cardiaque, sauf si tu fais des burpees. Mais dans ce cas-là, si je fais un truc avec haute intensité, je le fais en fractionné, comme du Tabata. Oui, c'est ça, ok. Mais parce que, pour le coup, j'ai fait récemment, par exemple, des enchaînements de... Tu sais, des burpees avec des squats et puis des thrusters, et en fait, t'en as 150, 250 à faire dans chacun. Ton cœur, il monte vachement haut, quoi. Donc, il faut aussi que tu prévois ces petits moments de repos. Ou bien toi, tu évites ça. J'essaie d'avoir le moins de repos possible, donc parfois, effectivement, j'ai des choses un petit peu comme ça et j'ai un petit peu plus de temps mort, mais dans ce cas-là, la séance va durer un petit peu plus longtemps. Du coup, une question peut-être pour compléter aussi, Fabrice, toujours dans cette idée de se motiver, de trouver le temps et peut-être de faciliter aussi pour placer ces entraînements. Qu'est-ce que tu penses du fait de finalement les mettre juste avant ou juste après une séance? Parce que finalement, si tu pars courir pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est quoi de prendre 5 minutes pour faire du renfo avant? Est-ce que pour toi c'est contre-productif? Est-ce que pour toi justement il faudrait les espacer dans la journée? Ou au contraire, t'es habillé, t'as mis tes chaussures, avant d'aller courir, hop, tu te dis 5 minutes Tabata sur des pompes, sur des crunchs, sur des squats, et puis après finalement ça te permet aussi de t'échauffer avant de partir courir. Alors c'est exactement ce que je fais, mais je le fais plutôt en récupération en fait. Récupération entre guillemets, je le fais plutôt à la sortie, à la fin de la sortie. C'est comme ça que c'est plus profitable pour nous sportifs d'endurance. C'est ce qui permet En fait, ce que tu vas faire comme effort en musculation après va te permettre de prolonger les gains de ta séance d'entraînement que tu auras fait avant. Alors que si tu l'as fait un peu avant, tu as un effet un petit peu différent, mais ça peut être aussi pas mal. Ça m'est arrivé de le faire aussi, de faire la musculation avant pour partir avec les jambes bien fracassées, comme tu l'aurais à la fin d'un Ironman par exemple. J'aime bien aussi exploiter ce côté-là. Donc, je fais les deux. Mais effectivement, t'arrives, t'as pas besoin, ça te fait une douche en moins. Enfin, tu profites de ce que t'as déjà fait. Tu finis par quelques sauts de grenouille et puis c'est tout à fait profitable. Alors, si tu l'enchaînes comme ça, c'est quand même mieux de le faire après le vélo. Le problème, c'est que les sorties vélo sont souvent un peu plus longues. Mais compte tenu qu'en course à pied, tu as un peu plus de travail excentrique et un peu plus de casse musculaire, on s'est rendu compte que c'est un peu plus efficace après le vélo. Mais les deux sont acceptables. Ouais, alors du coup, moi qui suis en ce moment en train de préparer ma traversée de la France en courant uniquement, je t'assure que quand je rentre d'une sortie de 30 ou de 40 ou même de 50, j'ai envie de pas mal de choses, mais pas de m'amuser à faire des burpees ou des sauts de grenouille. C'est pour ça que je te posais la question de le placer plutôt avant, tu vois. Alors moi, j'ai ma séance fétiche que j'appelle Trix. C'est une demi-heure de vélo, donc je me mets sur le home trainer, je fais 25 minutes d'échauffement et là je fais un Tabata sur les 4 dernières minutes du vélo. Je descends tout de suite du vélo et je fais un Tabata saut de grenouille, donc j'arrive à passer je sais pas combien, peut-être 150 sauts de grenouille en 5 minutes, en 4 minutes. Et je pars direct courir, et si possible je commence par les 10 premières minutes à allure de course. Donc si c'est un half, je pars à allure half, si c'est un Ironman, je pars à allure Ironman. Et je me fais que 30 minutes de course, mais en 10 premières bien rapides. Et tu pars courir, t'as les jambes comme si t'avais déjà couru tes 30 km. Ouais, bon, j'en parlerai à mon coach. Je lui partagerai l'épisode, je lui demanderai ce qu'il en pense. Tu peux essayer de nous expliquer à quoi ça ressemble un saut de grenouille sans en faire un, parce que nos auditeurs le verront pas. C'est une flexion. Non, puis pour l'audio, c'est pas top non plus. Et puis avec le casque sur les oreilles, je vais tout arracher. Tu fais une flexion et tu sautes en avançant le plus loin possible. Et puis tu enchaînes les sauts comme ça. Tu peux le faire aussi à l'horizontale. Par contre, on s'est rendu compte que c'était profitable d'en faire de temps en temps en avançant et de temps en temps en horizontal parce que tu vas faire travailler des muscles un petit peu différents. D'accord, donc t'es debout, tu fais quand tu dis une flexion, c'est un squat. Ouais, et tu sautes. Donc tu viens descendre en fait le fessier à hauteur des genoux, enfin un petit peu en dessous quoi. Et puis là, tu, de manière assez explosive, tu fais un saut vers l'avant, quoi. Voilà, et tu redescends jusqu'à 90 degrés et tu ressautes. Et tu enchaînes les sauts comme ça, sans temps de récupération. Ok, tu fais pas, t'évites de faire ça dans le salon à côté du home trainer, ou alors c'est que t'as vraiment un grand salon, quoi. Ouais, moi j'ai un grand bureau, je le fais à côté de mon vélo, oui. Tu parlais beaucoup des sauts de grenouille, donc voilà, j'étais curieux de... Ouais, j'aime bien, ça
Ah oui, j'ai cru comprendre. Ça casse bien la fibre musculaire et c'est sympa pour enchaîner après. Il y a beaucoup de sportifs. Je pense notamment à Frédéric Van Lierde, qu'on a eu aussi sur le podcast, un champion du monde Ironman en 2013, grand triathlète belge, qui aujourd'hui a terminé sa carrière pro, mais voilà, qui nous racontait que lui, en fait, le renforcement musculaire, il le faisait sur le vélo ou à pied. Donc, il faisait pas de muscu en tant que tel. Pour lui, c'était mettre le gros braquet et pousser quand tu étais sur ton vélo, ou à la limite aller faire des côtes quand tu étais à pied. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu recommandes? Alors, je le recommande, je le fais, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent son efficacité transférable dans les performances, contrairement à la musculation pure. D'accord? Alors, c'est vrai que ça paraît logique, mais est-ce finalement... qu'il y a eu des études scientifiques sur le sujet déjà? Très peu. Oui, c'est très ça. peu. Et finalement, la tension musculaire que tu peux exercer là-dessus est bien inférieure à celle que tu vas faire en musculation pure. Donc, c'est peut-être pas assez fort comme stimulation pour offrir un avantage supérieur. Par contre, c'est vrai que on le fait tous, ou presque. Ouais, je suis pas certain qu'on le fasse tous parce que finalement, quand tu viens du triathlon et pour ceux qui ont déjà goûté au trail, en général, le premier trail, il fait vraiment très 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 mal aux pattes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément la montée qui fait mal aux pattes, c'est plutôt la descente. Enfin, en tout cas, dans les jours qui suivent. Donc c'est peut-être bien la preuve qu'on le fait pas assez, parce que finalement, quand on est triathlète, on a plutôt tendance, même si on varie les terrains, on a plutôt tendance à s'entraîner plus ou moins sur du plat et en particulier sur du bitume. Donc c'est peut-être là justement aussi que la musculation prend tout son sens et tout son intérêt. Je pense que les deux sont complémentaires. Moi, je vais beaucoup courir sur les bosses. Souvent, je passe d'une bosse à l'autre. Alors pas des bosses de fou parce que j'habite en Seine-et-Marne, je n'ai pas des bosses, c'est pas de la montagne, mais ça me permet de me motiver, d'aller chercher une bosse, de temps en temps un peu de plat, de temps en temps un peu de bosse. Je pense que c'est profitable, mais c'est deux choses qui sont complémentaires. Il faut faire les deux. Bon, on a quand même pas mal parlé de l'entraînement. Paléophyte en plus, donc tout ça basé sur ce qu'on sait de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Maintenant, on n'est plus trop chasseurs-cueilleurs, on est plutôt bosseurs et de temps en temps sportifs. Et il faudrait qu'on fasse encore un peu plus de mouvements. Dans l'équilibre de la préparation et de la performance, il y a aussi l'alimentation et le sommeil. Bon, l'alimentation, c'est un sujet que tu as abordé aussi. Le sommeil, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes aussi, que tu abordes aussi, que tu mimes aussi par rapport aux habitudes de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs? Et juste avant peut-être de rentrer dans cette nouvelle partie qui est le sommeil, juste pour clôturer sur la musculation, comme le disait Hermano, voilà, on est beaucoup assis, effectivement. Tu parlais aussi du sportif sédentaire. Au-delà d'une véritable séance de 20 minutes de renforcement musculaire, qu'est-ce qu'on peut faire si on est assis toute la journée, mais qu'on est quand même athlète et qu'on a envie quand même de pouvoir performer? Et comment est-ce qu'on fait pour, d'une certaine manière, améliorer notre qualité de vie et puis nos performances, évidemment, avec des petits mouvements, peut-être des petits exercices comme ça qu'on peut faire dans la journée, si on a 30 secondes, 1 minute 30 entre deux meetings, par exemple. Alors déjà, tu te lèves de ta chaise et rien que de rester debout, tu vas augmenter suffisamment ton métabolisme pour créer une petite différence. Après, tu peux aller marcher. On dit classiquement d'aller marcher jusqu'à la photocopieuse. Déjà, rien que ça, ça rompt la sédentarité, c'est déjà profitable. Il y a un autre truc qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils ont inventé... tu peux aller... Et ça a été prouvé par la science, ça a été prouvé chez les sédentaires et pas chez les sportifs, mais nous, on peut l'utiliser aussi, c'est d'aller sprinter dans l'escalier. En fait, tu te fais un étage à fond, mais vraiment à fond. Tu montes 1 ou 2 étages aussi vite que possible. Donc sans échauffement ni rien, quoi. Ah alors, direct, tu pars, bim. Tout ce que les docteurs disent qu'il faut pas faire en général. Ouais, il faut y aller à fond. En fait, t'as pas le temps. Tu t'échauffes en allant jusqu'en bas de l'escalier et là, tu grimpes un étage à fond. Après, t'as pas non plus t'as pas un mouvement hyper violent, mais vraiment, faut que tu essayes d'être essoufflé en haut et ça, c'est profitable. Après, c'est vrai que moi, le premier, quand je suis assis à écrire un livre, quand je suis lancé, j'ai du mal à m'arrêter. Je peux écrire 1 heure, 2 heures d'affilée. Oui, t'es en état de flow et tu vois plus le temps passer, quoi. Donc ça, c'est des belles paroles. À mettre en application, c'est plus difficile, mais il faut trouver tous les petits moyens que tu as. En fait, il y en a qui ont créé ce qui s'appelle HIPA, c'est High Intensity Interval Physical Activity. High Intensity Incidental Physical Activity. Donc c'est
tu fais du HIIT, mais en profitant de tes gestes de la vie courante. Donc, c'est ton étage à fond. Tu fais des flexions quand tu as les courses dans les mains. On t'essaie de trouver des petits trucs pour faire des choses comme ça. Et ça va te permettre de rompre la sédentarité encore plus efficacement. Oui, je vois bien le genre. Et c'est vrai que de manière assez naturelle, si je suis en réunion et que ça dure un peu longtemps, enfin, en fait, j'aime bien être debout. J'aime bien faire mes réunions debout et marcher dans la salle, etc. Je trouve ça assez agréable. Bon, parfois t'as pas trop le choix, hein. Parfois t'as des réunions un peu importantes, c'est compliqué de commencer à tourner autour de la table, donc ça dépend un petit peu de chacun, mais ça c'est vrai que c'est des choses qui sont pas mal. Il y a des trucs aussi assez simples, hein, tu t'en parlais tout à l'heure, mais prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, même si t'as 2, 3, 4, même 5 étages, bon bah ça peut être pas mal. Je me souviens, moi à l'époque, j'ai vécu un moment dans une tour assez haute, j'étais au 23e étage. En fait, moi mon sport c'était c'était de descendre par l'escalier, aller à la piscine et puis remonter par l'escalier, et rien que ça c'était déjà une belle pause dans la journée, quoi. Ouais, j'avoue que si j'ai un patient à aller voir au 23e étage, je prendrais l'ascenseur. Oui, bah si tu dois le faire 20 fois par jour, c'est différent, tu vois, mais moi en tout cas c'était dans l'optique où je me disais, en fait il y avait une salle de sport en bas, il était hors de question que je prenne l'ascenseur pour aller à la salle de sport. C'est comme les gens qui allaient prendre la voiture pour faire, 5 km et aller se taper sur un tapis de course, tu vois. Je trouve ça... en fait, non, enfin, vas-y à pied, vas-y en courant, quoi. je suis d'accord, je prends jamais la voiture pour aller courir, sauf si je vais avec quelqu'un un peu loin. Oui, si t'as une course ou un truc, ou que tu vas vraiment à 1 heure de route, bon, c'est encore autre chose, mais enfin, voilà. Là-dessus, je fais amende honorable. Moi, je suis obligé de prendre la voiture parce que j'ai juste 2,5 km de côte à 20%. Donc, quand tu descends à la limite pour t'entraîner, ça va. Mais quand à la fin de l'entraînement, faut remonter la côte, c'est un petit peu difficile. Tu me diras, ça peut faire un peu justement de renfort / muscu / saut de grenouille, quoi. Les 2,5 km en saut de grenouille. Ouais, c'est pas impeccable. Tu fais ta récupération en montée, c'est parfait. C'est ça. Non, mais ça rallonge juste la durée d'exercice. Peut-être pour compléter sur le sujet, avant justement qu'on passe sur la partie sommeil, il y a eu une grosse mode ces dernières années. Je pense que ça s'est un peu arrêté net avec le Covid, tout simplement parce qu'on n'allait plus au bureau, mais il y avait un peu la mode de bosser dans certaines boîtes avec des tapis roulants, donc tu bosses sur ton tapis roulant, ou alors tu as même des outils pour pédaler sous ton bureau. Voilà, tu as une espèce de pédalo fixe, puis tu mets ça sous ton bureau, puis tu pédales. T'en penses quoi d'un point de vue, alors pas uniquement d'un point de vue activité physique, mais d'un point de vue justement mouvement, alors que tu es en train de faire autre chose? Moi, je sais que mon kiné, par exemple, m'a dit je veux jamais te voir avec un ordinateur sur un tapis de marche en train de bosser, parce que finalement ça modifie ta cinématique de marche, et puis t'es pas forcément concentré dans ton mouvement. Alors les seules études que j'ai vues là-dessus montraient que tu peux avoir surtout une perturbation de la concentration et une perturbation du geste fin. Donc si tu dois faire quelque chose de précis, tu vas être un petit peu handicapé, mais les études montrent que c'est quand même plutôt profitable pour la santé. Par contre, j'en ai pas. Et il y en a pas partout. Mais dans l'ensemble, moi, ça me paraît une bonne idée quand même, hein. Après, tu vas pas, quand tu marches sur le tapis, tu vas pas fondre non plus, tu vas pas marcher à 10 km/h, hein. Tu marches à 1-2 km/h, et donc tu as une petite dépense énergétique. Si tu fais du vélo, tu vas rouler tranquille. Après, moi, ça me perturbe quand même de faire ça. Je trouve pas que ça soit le plus efficient au niveau concentration. Donc, je pense que si tu fais des trucs occasionnels, mais un petit peu plus intenses, je pense que c'est aussi pertinent, et tu seras peut-être un peu plus efficace dans chaque chose que tu fais. Mais par contre, ça suppose de rompre ton activité professionnelle ou ton activité, de sortir de ton flow, comme tu disais tout à l'heure, si tu es dedans. Ouais, on retient le sprint d'un étage dans les escaliers, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour là sur la partie renfo musculaire. Enfin, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais on a encore pas mal de choses à l'agenda. Parlons sommeil, justement. C'est quelque chose. Alors, tu nous disais, tu as écrit un livre Nutrition de l'endurance, tu en as écrit un autre Paléophyte. Il y en a un autre sur le sommeil ou pas? Alors, dans Paléophyte, tu parles un peu de sommeil. En fait, tu parles un peu de la récupération. Et c'est vrai qu'il faut savoir se donner le temps de récupération. Alors là, tu peux pas t'inspirer des chasseurs-cueilleurs d'il y a très longtemps, parce que tu vois pas leur sommeil. Et leur sommeil, il n'y avait pas gravé dans la pierre. Donc tu t'inspires des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs qui restaient. Et ils les ont suivis dans leur période de chasse. Et donc ils faisaient la chasse et l'épuisement, où tu poursuis un animal sous la chaleur. Et tu profites de nos capacités humaines à supporter la chaleur comme les autres animaux ne le font pas. Et donc finalement, tu peux chasser quand il fait très chaud, et les animaux s'épuisent plus rapidement nous quand il fait chaud.
Et donc, ils se sont rendus compte avec ces chasseurs-cueilleurs qui finalement vivent dans un environnement chaud que les lendemains d'efforts de chasse intense, il y a des journées de repos. D'accord? Et donc, ils ont vraiment des journées de repos, ils accordent une vraie importance au repos. Deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'écran bleu, enfin de lumière bleue, et ils dorment vraiment. Et c'est une autre chose qui est importante, c'est qu'on s'est rendu compte que le sommeil est fondamental pour les performances et pour lutter contre les blessures. Malheureusement, nous, triathlètes, on est capable de se lever tôt pour aller nager. On est capable de se lever tôt pour aller faire un entraînement à jeun, et parfois au détriment de la qualité de notre sommeil. Et est-ce qu'il faudrait pas mieux profiter un peu plus de sommeil que de s'aller s'entraîner une fois de plus? Ou alors il faut vraiment se coucher tôt et pas regarder la télé le soir. Et pas l'écran le soir. Mais c'est sûr, c'est que le sommeil est très important. Et pour ça, on a une solution. Hein. Vous écoutez un podcast pour vous endormir, par exemple le podcast Devenir triathlète. Comme ça, il n'y a pas de lumière bleue, il n'y a pas d'écran, c'est juste parfait. Tu crois qu'on va les endormir? Ouais, non, c'est vrai, on va pas les endormir. Mais après 2 heures, peut-être qu'on les aura bercés un peu. Et puis quand ils couperont, quand ils enlèveront les écouteurs, ils s'endormiront, tu vois, tout doucement. On peut espérer. Non, en fait, le sommeil c'est super important. Le problème c'est que c'est décrié, quoi. Enfin, c'est te coucher de bonne heure, c'est la honte. Moi, je me couche de bonne heure dès que je peux. Je me lève de bonne heure pour aller nager. Mais je me couche de bonne heure dès que je peux. Alors malheureusement, je travaille aussi des fois le soir et donc c'est un peu plus compliqué. Et je me rends bien que quand je travaille le soir, je me rends bien compte que quand je travaille le soir, m'endormir c'est beaucoup plus difficile. Mais le sommeil n'a pas la juste valeur et il faut vraiment s'accorder ce temps de calme et ce temps de récupération pour en profiter ultérieurement. Alors, on s'est rendu compte avec des études chez les sportifs, souvent des basketteurs d'ailleurs, où on améliore leur performance en les faisant dormir longtemps. Alors, comment tu fais dormir longtemps un basketteur? Tu peux pas l'obliger à dormir longtemps, mais ce que tu peux faire, c'est l'obliger à rester longtemps allongé. Donc, lui prolonger son temps allongé au lit le soir, et donc forcément, il va dormir plus. Tu lui mets 2 heures de plus au lit, il va dormir 1 heure de plus. Et en faisant ça, on améliore énormément leur performance au shoot par exemple. Nous, on sait que la fatigue, c'est super important dans nos performances. On sait que la fatigue, c'est un facteur limitant. Et donc, c'est important vraiment de dormir et de ne pas vouloir en faire trop. Donc, à nous de trouver la solution. Souvent, c'est qu'il faut zapper la télé le soir, quoi, hein, parce que le matin, on se lève, on a quelque chose. Il faut zapper la télé le soir et passer un moment de calme à lire ou puis essayer de dormir. Mais c'est vrai que c'est pas dans les habitudes. Après, l'autre solution, c'est de faire la sieste, mais la sieste, tout le monde peut pas le faire. Parce que c'est très mal vu. Oui, c'est mal vu effectivement. Alors ça dépend où, hein. C'est clair, tu vas en Espagne par exemple, ça l'est un peu moins. C'est quelque chose de culturel. Mais bon, ils sont complètement décalés aussi. Hein. Je veux dire, ils mangent à 22, 23 heures et c'est tout à fait normal là-bas. Maintenant, la sieste, il y a des gens. En fait, c'est bon, mis à part le côté que c'est mal vu effectivement chez nous. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi, mais moi je ne sais pas faire de sieste, et c'était mon cas d'ailleurs auparavant, c'est de dire, en fait moi j'arrive pas à faire de sieste parce que en journée, je suis pas fatigué, ou en tout cas, je parviens pas à m'endormir, quoi. Ou alors pour m'endormir, j'ai besoin de 20-30 minutes, et après si je veux encore dormir 20-30 minutes, je suis vite à 1 heure, 2 heures, et puis je vais me réveiller de ma sieste, je serai claqué, donc ça va pas le faire. Ouais, mais parce que tu te mets une pression aussi, et finalement, au moment où tu sens, parce que souvent, tu sens un petit peu l'après-midi après le repas, tu as un moment où tu flanches un peu. C'est là, tu y vas, et puis tu ne stresses pas. Tu t'allonges, ou tu te poses. Même si tu dors pas, tu te mets 20 minutes. Tu as fait 20 minutes de pause, et tu n'as pas dormi. C'est pas grave, tu as fait 20 minutes de pause où tu as récupéré. Et il faut enlever le stress du sommeil. Ouais, c'était ça le point où je voulais en venir, c'est qu'en fait, le simple fait de te coucher, de fermer les yeux, et en fait ça va te reposer, et même si t'as pas dormi, c'est pas grave, au moins ça t'aura permis de recharger un petit peu les batteries, quoi. Et il y avait, genre, je sais plus qui, je pense que c'est un écrivain français qui il prenait une cuillère, il mettait une cuillère dans sa main et il se posait dans son fauteuil, et à partir du moment où la cuillère tombait, c'est qu'il s'était endormi, et donc en fait c'était le moment de se réveiller, donc c'était suffisant, juste le moment donc en fait il allait jusqu'au stade de l'endormissement, et juste ça c'était suffisant pour faire ses siestes. Je l'ai lu, mais je sais plus qui c'est non plus. j'ai pas testé la technique par contre, mais voilà.
Et c'est Marc Plata, un de nos anciens invités, qui a reproduit la technique, en tout cas qui l'a partagé aussi sur LinkedIn. Marc qui est spécialiste de la respiration et aussi qui porte une attention particulière au sommeil. Fabrice, je voulais revenir juste sur un point, et on en a déjà parlé, et d'ailleurs on a fait la constatation avec Olivier qu'on n'était pas très bon là-dessus. C'est finalement, tu nous dis que les chasseurs-cueilleurs, et en tout cas les dernières études qui ont été faites sur les dernières tribus de chasseurs-cueilleurs, mettent une importance particulière à prendre une journée de repos après une chasse, et qui plus est une chasse longue. Et finalement, c'est aussi ce qu'on recommande dans un plan d'entraînement d'un sportif d'un certain niveau, sportif ou sportive, d'un certain niveau. On dit toujours ne pas hésiter à prendre au moins une journée de repos dans la semaine. Mais attention, petit disclaimer, une journée de repos, c'est une journée de repos. C'est pas une journée où tu vas pas t'entraîner et t'en profites pour mettre les bouchées doubles sur le boulot ou sur d'autres activités. On est bien d'accord. Ouais, alors, il y a deux choses différentes. C'est que les chasseurs-cueilleurs, ils n'avaient pas nos capacités de récupération dans le sens où ils n'avaient pas accès à autant de glucides que nous. D'accord ? Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte dans leur journée de repos le lendemain. C'est que eux, ils n'allaient pas au supermarché en rentrant de leur sortie longue à manger 10 kilos de bananes ou je sais pas quoi. Et donc finalement, il fallait un peu plus de temps que pour restocker du glycogène musculaire et être disponible pour l'effort. D'accord ? Donc il y a ça à prendre en compte. Après, effectivement, la fatigue du boulot et la fatigue de l'effort s'entremêlent. Et on sait bien, avec maintenant les études de Samuel et Marcora, que si tu as fait un effort mental intense, tu vas baisser tes performances sportives derrière. D'accord ? Donc, on sait que ces deux fatigues s'entremêlent et il est important de réussir à jongler avec tout ça. Alors effectivement, si après une grosse journée de boulot bien intense, essaye de faire une séance fractionnée, ça va être compliqué. Et effectivement, il faut réussir à se trouver le juste milieu de récupération mentale et physique en permanence. Moi, j'ai trouvé un truc qui me va bien finalement, c'est de faire juste 20 minutes de home trainer, mais tranquille, toi, tourner les jambes, et je trouve que ça me permet de récupérer bien pour le lendemain. Et en même temps, je pense que tu vois, cet équilibre à trouver entre l'effort physique et l'effort mental, il est important aussi, c'est-à-dire que oui, bien sûr, ta fatigue, en fait, t'as qu'un seul système nerveux au final, et donc ta fatigue est la même, peu importe d'où elle vient. Mais en même temps, tu peux trouver, je pense, ta source de motivation en étant stimulé par l'un et par l'autre. Je pense notamment à plusieurs invités qu'on a eu, des athlètes pros, que ce soit Charlène Clavel, Léon Chevalier, Mathieu Delpech, qui en fait font des études et donc continuent à avoir cette stimulation intellectuelle, et en même temps c'est des athlètes pros qui s'entraînent à temps plein. Et on l'a aussi dans le milieu professionnel avec pas mal d'athlètes qui bossent aussi et parfois avec des rôles à responsabilité assez importante. Ouais, tu peux cumuler les deux. Simplement sur et puis sur des moments précis, il faudra peut-être que tu calmes le jeu un petit peu avant si tu veux avant une compétition. Moi, j'ai trouvé ça. Si je veux faire une belle compétition, un objectif majeur, il faut que j'ai 2-3 jours de boulot, sans boulot avant. Parce qu'il faut que j'ai évacué cette charge mentale avant. Et par contre, je peux la tolérer le reste de l'année. Si tu veux, c'est vraiment à certains moments clés, il faut pouvoir moduler un petit peu les deux. Et est-ce que ça veut dire passer en 4/5e les 3 mois avant ta course, ou est-ce que ça veut juste dire prendre une petite semaine de repos au moment de l'affûtage, juste avant le jour J? C'est juste avant au moment de l'affûtage. Moi, c'est au moment de l'affûtage où j'en ai besoin. En fait, quand j'ai fait mon deuxième Ironman, c'était Nice, et j'ai pas fait une super course, mais j'avais eu un examen le jeudi. Et du coup, j'étais arrivé, j'ai fait mon examen mercredi, jeudi, j'avais des examens toute la journée, et je suis arrivé avec une fatigue mentale le jour de Nice, et c'est vrai qu'on a une réserve de fatigue en fait, et on pioche dans cette réserve de fatigue qui est mentale et physique. Et je pense que je l'avais payé le jour de l'Ironman. Alors on le saura jamais parce que t'as pas une mesure physique qui te permet de te rendre compte. Mais je m'en suis rendu compte. Et une autre fois, j'ai fait un Ironman, ce coup-ci c'était Zurich, où finalement je suis parti avec des copains et ils ont tout géré. Ils ont géré le logement, ils ont géré la bouffe quand on était là-bas. Alors ils me disaient on va manger là, oui, on va manger là, ça me gêne pas. On va faire ça, oui, je vais faire ça. Et finalement, si tu veux, je me suis laissé porter. Et là, j'ai fait une belle course.
Alors, c'est mon cas personnel, c'est un cas unique, donc tu peux pas en tirer une conclusion définitive. Mais sur moi-même, je me suis rendu compte que sur les derniers jours avant une compétition, si je me laisse un peu porter, si je me laisse un peu guider, si je ne me crée pas de stress excessif, on mange du poulet, on mange du poisson, je m'en fous, c'est pas grave. Et si je me laisse guider, je me rends compte que je suis en meilleure forme le jour de la compétition. Mais parce que du coup, j'ai pas créé de petite fatigue mentale. Donc, pour moi, c'est important les 3-4 derniers jours avant la compétition. Après, si tu as des moments clés à l'entraînement, peut-être qu'il faut aussi réussir à jongler. Peut-être que ta séance de fractionné, tu vas pas le faire en rentrant d'une grosse journée de boulot et que tu vas peut-être la faire soit le matin parce que tu seras un peu plus frais et puis tu travailleras l'après-midi, soit le week-end parce que tu n'as pas travaillé le matin. Mais tu vois, tu peux essayer de jongler un petit peu comme ça aussi. Mais ça, tu le sens, je trouve, en termes de performance. Enfin, tu fais ta sortie, tu vois, ton entraînement avec tes intervalles sur piste après une grosse journée de boulot. Direct après, où t'as pas eu le temps vraiment de souffler ou quoi, tu vois, t'es parti parce que t'étais à la bourre et tout, t'es arrivé, tu t'es changé, boum, t'es parti, t'as commencé à faire ton entraînement. Ben, en général, t'es quand même, moi je trouve, enfin, j'ai l'impression en tout cas que je suis moins performant dans ces cas-là que si c'est un samedi matin, quoi. Et quand tu parles de fatigue mentale, parce que la fatigue mentale, c'est pas juste le fait de moins dormir, hein, on est d'accord. La fatigue mentale, c'est vraiment une charge mentale, c'est-à-dire que t'as la tête qui est pleine à craquer. En fait, c'est une source de stress. Tu peux avoir beaucoup dormi et être très reposé physiquement, mais avoir une charge mentale, hein, voilà, l'esprit qui est fort occupé, quoi. Oui, alors en fait, ta charge mentale, quand ils la mesurent dans les études, c'est qu'ils te font faire des exercices de concentration avec un ordinateur où ils te font taper dans tous les sens, des machins, enfin les stroop tasks qu'ils font souvent. Et tu fais ça pendant 1 heure jusqu'à un épuisement mental. Et là, tu passes au vélo et là, tu te rends compte que tu baisses tes performances. Donc c'est comme ça qu'ils testent. Et alors, mais ils font même la même chose, c'est qu'ils t'entraînent. Et donc pendant que tu roules, tu te mets sur le home trainer et pendant que tu roules, tu fais les mêmes exercices. Et finalement, à terme, tu améliores tes performances parce que tu apprends à gérer ta fatigue mentale. Donc du coup, ça veut dire que faire du sudoku sur ton vélo, c'est une bonne chose. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose que alors tu le fais en endurance. Non mais why not, hein, c'est la première fois que je l'entends, tu vois, mais c'est intéressant. Donc, ou étudier, apprendre une nouvelle langue ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas faire travailler tes fonctions cognitives alors que t'es en plein effort physique. Alors en fait, ce qu'ils font là-dedans, c'est des exercices où c'est le stroop task dont tu dois mettre la couleur. Il y a une couleur qui s'affiche et le mot est écrit dans une autre couleur et tu dois mettre la couleur dit par le mot et pas la couleur vue. Et en fait, ça t'oblige à une gymnastique mentale, c'est de réfréner ton instinct. Parce que ton instinct te ferait marquer la couleur que tu vois et pas le mot que tu vois. Et du coup, la théorie, c'est que en travaillant cet instinct cette faculté à aller contre ton instinct, quand tu seras fatigué sur le vélo ou sur la course à pied, tu vas aller contre ton instinct qui est de s'arrêter. D'accord ? Donc ça c'est une des théories dans laquelle ça fonctionnerait. Donc ça, c'est la façon de le travailler aussi. Et comme toi tout à l'heure, j'ai perdu ce que je voulais dire derrière. Ouais, du coup, je vais peut-être pouvoir en profiter pour rebondir. Ça va peut-être revenir, mais du coup, je voulais rebondir depuis tout à l'heure finalement sur ce sujet-là. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est que mon entraîneur actuel, qui m'encadre depuis 15 ans, s'amuse toujours de temps en temps à nous faire des petits exercices en groupe, des trucs tout bêtes. Mais amuse-toi à compter 2 plus 2 quand tu es en pleine séance de fractionné. Bah, tu vas te rendre compte qu'en fait, ton cerveau il choisit. C'est irriguer tes muscles ou faire un calcul mental tout bête. Et donc finalement, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est t'exercer à faire ces petits exercices-là pendant que tu t'entraînes. Ça va te permettre, alors soit de lutter contre ton instinct, soit t'habituer à faire fonctionner un petit bout de ton cerveau en même temps que tu fais fonctionner tes muscles. Et finalement, je trouve que ça prend tout son sens dans le triathlon, parce que finalement, quand tu vas avoir des transitions en triathlon, là, tu fais du triathlon, c'est obligé, tu vas avoir des transitions. Tu vas sortir de l'eau pour monter sur le vélo, tu vas descendre du vélo pour partir en course à pied. Et finalement, chacune des étapes de la transition, ça va être des éléments qu'il va falloir soit que tu fasses par mécanisme, soit que soit que tu sois préparé à y aller. Tu sors de l'eau, qu'est-ce que tu dois faire ? Enlever ton bonnet, enlever tes lunettes, enlever ta combinaison, arriver sur la place de ton vélo, tout mettre dans ton bac parce que sinon tu risques d'être disqualifié. Avant de prendre ton vélo, faut que tu mettes ton casque, etc. Tout ça, c'est des étapes que tu dois travailler avant pour pas être surpris et pour que finalement, ça vient un peu en contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure. Ton instinct prenne le dessus, puisque ton instinct, tu l'as déjà. Alors, est-ce que c'est ton instinct ? Est-ce que c'est une habitude que tu as déjà travaillé pour que tu puisses ne pas t'en mêler les pinceaux ? Et finalement, tout ça, ça me fait rebondir sur cet équilibre entre la charge mentale et la charge physique. Ouais, oui. Alors, en fait, le truc, c'est surtout de lutter contre
La fatigue, c'est ce qui te pousse à t'arrêter. Et en fait, le truc, c'est surtout de réussir à lutter contre ce qui te pousse à t'arrêter. D'accord? Et en fait, c'est abandonner. C'est pas abandonner complètement, c'est que tu vas abandonner ton intensité d'effort et tu vas te diminuer aussi. Bon, après, ça te permet aussi, si tu apprends à compter comme ça te permet de compter sur tes 5 derniers kilomètres sur le marathon, de dire, bon, alors si je continue à cette vitesse-là, je vais arriver dans le temps. Tu l'as déjà fait, on ça. l'a tous fait. Et d'ailleurs, la preuve c'est que ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un moment, effectivement, quand tu es en basse intensité, ça va, tu fais tes calculs, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu commences à accélérer un peu et que tu montes dans les zones, ton cerveau, il est plus capable de faire quoi que ce soit. Et tu te dis, en fait, c'est pas grave, tant pis, en fait, je m'en fous, j'avance, quoi. Tu vois, Tout à fait. C'est ça. Puis d'autant plus quand tu calcules en allure, c'est-à-dire en minutes par kilomètre et pas en kilomètre heure. Avec le fait que le cerveau est moins oxygéné ou pas du tout? Non, je crois pas que ça soit ça. C'est que ton cerveau, il est occupé à autre chose, en fait. Bah, il est pas occupé à grand-chose, le cerveau. Et ton cerveau, il est occupé à autre chose, et là, il est occupé à lutter. Bah, il faut irriguer les muscles. Il est occupé à lutter pour avancer. Il est occupé à lutter pour avancer, occupé à recruter la fibre musculaire et les muscles, oui, comme donc il y a à une fatigue coordonner musculaire qui s'installe. le mouvement, quoi. Mm. Mais c'est assez primaire, finalement. Ouais, mais alors oui, c'est assez primaire, mais comme en plus, au fur et à mesure, tu as une fatigue musculaire qui s'installe, il va falloir que tu recrutes plus de fibres musculaires, donc ton influx cérébral devra être un peu plus important. Donc tu vois, t'as vraiment c'est pour ça aussi qu'il y a une fatigue musculaire qui s'installe, enfin une fatigue générale qui s'installe, ça demande vraiment un effort, on va pas dire intellectuel, mais cérébral. Ok, et c'est là justement où on parle de la volonté, j'ai terminé avec la tête. En fait, bah, c'est ça, c'est parce que t'as plus de jus, mais il faut être fort mentalement. Quand on dit il faut être fort mentalement, finalement, c'est ça en fait. Oui, alors c'est plus complexe que ça aussi, c'est-à-dire que qu'est-ce qui te pousse à aller au bout? Ce qui te pousse à aller au bout, c'est la récompense. Alors la récompense, c'est pas forcément une médaille, c'est pas forcément une place, mais c'est ta récompense personnelle. Mais plus t'offres de récompense, plus tu vas progresser. Enfin, tu vas aller vite quand même. C'est les adversaires que tu as devant toi, enfin les adversaires, les concurrents que tu as devant toi. Finalement, s'il y en a un qui est en train de commencer à rattraper, ça va te limiter un peu ta fatigue et tu vas réussir à avancer parce que tu as un objectif. C'est tous ces petits trucs-là qui font que tu as une espèce de récompense qui te permet de franchir un cap. Bon, je note pour la récompense. Parce que le cerveau, bon, on dit souvent, voilà, le cerveau c'est un muscle, et c'est assez vrai pour le calcul mental. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai dû réapprendre à faire du calcul mental pour passer toute une série d'entretiens où voilà, il faut être assez au taquet et jongler avec ces tables de multiplication, etc. Et en fait, être très rapide dans le calcul. Alors que c'est quelque chose que j'avais plus fait depuis que j'étais gamin à l'école. Et au début, ça me semblait très compliqué. Et en fait, en réalité, en m'entraînant petit à petit, je me suis rendu compte que non, ça allait beaucoup plus vite. Et donc, en fait, toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut que tu entraînes ton cerveau à rester focus, justement, et donc à adopter des petites stratégies mentales, finalement, pour que ton cerveau, il abandonne pas, quoi. Il continue à faire. Et ça va te permettre de... Parce que, est-ce que c'est ça qui va te permettre d'aller jusqu'au bout et de pas abandonner? Ou bien est-ce que c'est ça qui va te permettre de garder ton rythme surtout et d'aller aux allures que tu as prévues? Alors, dans ces études-là, abandonner, c'est soit ralentir, soit abandonner réellement. D'accord, ok. D'accord, enfin, c'est abandonner aussi ton intensité. Abandonner, c'est abandonner ton intensité. Ok, donc tu rajoutes la PPG ou la muscu, appelez ça comme vous voulez, ou le renforcement musculaire, plus ces exercices-là qui font que ton cerveau, finalement, tu vas l'habituer à ne pas ralentir ou du moins à ne pas abandonner. Bon, au final, on finit pas trop mal du coup sur le marathon d'Ironman, c'est ça? Ah, ça peut être sympa, ouais. Oui, non, mais c'est sûr qu'avec ça, et puis l'entraînement à glycogène bas, tu mets tout ça. Le sujet qu'on n'a pas encore abordé, et justement... Fabrice, revenons quand même là-dessus, sur entraîner son cerveau, ok, mais comment est-ce que tu nous recommanderais de faire ça? Parce que c'est quoi? C'est faire des tests alors qu'on est sur le home trainer? Concrètement, est-ce que c'est des choses où peut-être que toi tu le recommandes peut-être à certains patients, je sais pas. Alors ça, je le fais de temps en temps, je le recommande de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas ce que je fais le plus. Après, ton cerveau, tu l'entraînes naturellement en t'entraînant et naturellement en l'entraînant dans des périodes où tu vas faire une séance qui est un peu difficile. Et là, déjà, tu t'entraînes à ça. C'est vrai qu'idéalement, il faudra peut-être le faire en plus
Sur certaines séances, de te mettre des petits exercices comme ça. Alors ça m'arrive occasionnellement, mais pas plus que ça. Mais probablement que je l'exploite pas assez. Mais donc, idéalement, s'il fallait le faire, ce serait quoi? Ce serait du calcul mental, ce serait des exercices de... Et tu le ferais comment sur le home trainer, à pied Alors, non, tu le fais sur l'home trainer parce qu'à pied, tu es en danger quand même. Hein, ça demande de la concentration. Sur l'home trainer, il y a peu de chances que tu tombes, peu de chances que tu rencontres une voiture. Donc sur le home trainer, je pense que c'est l'endroit idéal. Le calcul mental, typiquement, ça pourrait être en courant, tu vois, ou du cours avec quelqu'un, et c'est, vas-y, je te balance, tu vois, 53 x 27, vas-y, ça fait combien, quoi? Oui, ça peut être une bonne solution. Mais en fait, moi, j'ai téléchargé sur mon téléphone une application qui s'appelle Stroop Task. Donc, c'est pas une application, c'est un jeu que tu peux retrouver sur plusieurs applications et tu fais ça sur ton home trainer. Et ça te permet vraiment de lutter contre contre ton instinct. Donc, tu fais ça peut être une bonne solution. Et comment tu l'écris? Tu dois sortir de tes entraînements lessivés, quoi. STROOP et Task, TASK. Ben oui, effectivement, je pense que ça te permet de... pour ceux qui... Par contre... Pour qui l'entraînement physique n'était pas suffisant, ben voilà, on a trouvé un truc pour vous casser encore un petit peu. Par contre, mets un cardio quand tu fais ça, parce que tu vas te rendre compte que naturellement, quand tu fais l'exercice, ta fréquence cardiaque, elle diminue. Et le but, c'est de réussir à garder ta fréquence cardiaque. Attends, tu dis... Pour garder l'intensité d'effort. Attends, je te vois bien faire du home trainer. Alors, 3 écrans. T'as l'écran du Zwift, t'as l'écran de contrôle de la fréquence cardiaque, et puis t'as ton écran de Stroop Task. Ça doit être un truc de fou chez toi. Sur Zwift, t'as la fréquence cardiaque qui s'affiche sur l'écran. Mais attends, c'est-à-dire, tu dis, quand tu fais tes exercices, ta fréquence cardiaque a tendance à baisser. Donc ça veut dire que c'est parce que ton effort physique baisse, tu veux dire? Non, c'est parce que tu baisses ton effort physique parce que t'es concentré sur ton exercice mental. Oui, c'est ça, mais donc tu peux... Oui, d'accord, mais tu pourrais regarder ta puissance. Oui, si tu veux, oui. D'accord, ok. C'est pas lié au fait que A puissance égale... Non. Mais donc on est d'accord qu'à priori, A puissance égale, si en plus tu fais du calcul, est-ce que ta fréquence cardiaque va augmenter? Non, c'est simplement que tu vas avoir plus de mal à maintenir l'effort parce que tu es occupé à autre chose. Et que ton cerveau, il est occupé à faire ton effort mental et pas à faire ton effort. Oui, mais si tu fais les deux, tu maintiens ta puissance, ou tu maintiens ton effort physique. physique, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et en plus de ça, tu rajoutes du calcul ou des exercices comme tu dis. Ce que je veux dire, c'est que si tu contrôles pas ton intensité, tu vas la baisser naturellement. Et par contre, si tu la maintiens, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est parfait. Oui, mais je veux dire, physiologiquement, il se passe quoi? C'est que tu as réussi à accumuler les deux. Alors, si tu as intensité basse, parce que peut-être qu'à très basse, tu vas réussir à le maintenir. C'est s'il y a une intensité plus élevée, tu verras que c'est compliqué. Tu vas être obligé de te focaliser un peu sur ton intensité et un peu moins sur ton exercice mental. Tu seras moins efficace dans ton exercice mental, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, donc finalement, ça te fait 2 sollicitations, 2 paramètres de sollicitation externe en plus de ton effort. C'est ton exercice que tu fais sur ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, comme tu veux. 2, faire attention à ton intensité. Et 3, pratiquer ton activité physique, quoi. Alors en fait, c'est ce que tu vas voir, je vais te faire le lien avec l'entraînement à glycogène bas que tu voulais aborder. C'est que ces deux choses-là sont de l'entraînement en contrainte. C'est-à-dire que tu rajoutes une contrainte à ton entraînement, qui là est l'exercice mental, pour améliorer tes facultés en endurance pure. Et il y a d'autres façons de faire l'entraînement en contrainte. C'est l'entraînement sous la chaleur. Tu vas augmenter tes performances sous la chaleur, mais aussi en ambiance thermique neutre. Et l'autre, c'est l'entraînement à glycogène bas, c'est que tu vas t'entraîner en ayant bossé ton glycogène musculaire pour améliorer tes performances ultérieurement en endurance. Alors attends, le glycogène bas, justement, on va faire un petit peu d'explication de texte. Qu'est-ce que ça veut dire l'entraînement à glycogène bas? Est-ce que ça se rapproche aussi de ce alors j'aime pas trop le terme régime, mais de cette diète ou de ce mode d'alimentation qui soit le cétogène? Est-ce que on cherche à être en cétose ou est-ce que c'est complètement différent? Alors, c'est complètement différent du régime cétogène ou de l'alimentation cétogène, comme on dit. L'alimentation cétogène, c'est que tu manges très peu de glucides toute la journée, donc tu es à moins de 50 grammes en moyenne, pour pousser ton foie à fabriquer des cétones qui vont te servir de carburant pour les muscles et de carburant cérébral parce que ton cerveau ne sait pas fonctionner avec des graisses. Et donc, il faut que tu trouves, comme tu n'as pas de glucides, de glucose, il faut que tu aies un carburant de secours et c'est les cétones. Et avec les cétones, tu apprends à ton organisme à travailler, à s'exercer, avec beaucoup de graisse. L'entraînement à glycogène bas, c'est autre chose. Tu vas essayer de fabriquer un peu des adaptations similaires, mais tu vas pas baisser ta ration glucidique. Et tu vas manger autant de glucides tous les jours. Ça, c'est une notion importante. Tu vas manger autant de glucides tous les jours qu'avec un régime normal, qu'avec ton régime que tu faisais avant.
Ce qu'il faut savoir, donc le glycogène. Donc si tu bouffais déjà au McDo avant ou au KFC ou d'autres, bah, tu peux continuer. Si tu cherches un entraînement glycogène bas ou non, de manière générale, c'est quand même pas conseillé. Non, alors d'abord, dans ce cas-là, tu lis nutrition de l'endurance et après tu feras l'entraînement glycogène bas. Non, donc en fait, le glycogène c'est ta réserve de glucides, de glucose dans tes muscles. D'accord? Tu as le glycogène musculaire réserve dans les muscles, glycogène hépatique dans le foie. Et donc, on s'est rendu compte que le glycogène musculaire est un régulateur des adaptations à l'endurance. Si tu fais baisser ton glycogène musculaire, tu vas déclencher des cascades adaptatives. La baisse du glycogène musculaire, c'est le signal. Les cascades adaptatives, c'est le phénomène qui te permet de s'adapter. L'organisme, il n'aime pas ça. Et donc, il s'adapte, il devient plus performant. Et comment il va faire? Il va fabriquer plus de mitochondries. Dans les mitochondries, c'est là que ton glucose et tes graisses sont transformés en ATP, en énergie pour tes muscles. Il va fabriquer plus de capacité à produire de l'énergie et il va apprendre à en fabriquer à partir des graisses, encore plus. Donc, tu as une espèce de truc intermédiaire entre le régime normal, entre guillemets, et le régime cétogène. Donc, tu vas améliorer tes capacités à utiliser les graisses et tu vas aussi, contrairement au régime cétogène, améliorer tes capacités à utiliser et à stocker les glucides. Donc, en fait, tu améliores tout. Alors que le régime cétogène, il est assez restrictif et il te permet d'améliorer une fonction, l'utilisation des graisses. Là, tu améliores tout. Donc, comment on fait? On fait une première séance d'entraînement où tu baisses ton glycogène musculaire, comme tu l'as baissé. Alors, normalement, on dit qu'il faut à peu près le baisser de 50%. Comme tu l'as baissé, tu es en état adaptatif. Donc, tu fabriques des adaptations, tu fabriques des mitochondries, tu fabriques des enzymes, tu fabriques plein de choses. Si tu manges comme après un entraînement normal, ton glycogène musculaire il remonte et finalement tu stoppes les adaptations. Si tu ne manges pas, tu prolonges les adaptations. Là, c'est la première façon de l'entraînement à glycogène bas, c'est sans récupération, je prolonge les adaptations. Mais ce qui est encore plus efficace, c'est de faire du bi-quotidien. Je m'entraîne, je baisse mon glycogène musculaire, je ne mange pas, j'attends quelques heures pour me reposer et je me réentraîne sans avoir mangé. Donc je vais m'entraîner avec des réserves de glycogène basse et je vais encore les approfondir. Et donc là, je multiplie les adaptations. Et il y a encore une autre façon de faire, c'est le sleep low. C'est je m'entraîne le soir, je ne mange pas durant le soir, je dors comme ça, donc j'ai un moment qui est long où je suis en état adaptatif. Et de toute façon, comme je dors, j'ai pas faim, et je m'entraîne à jeun le lendemain matin. Et donc, je vais faire la même chose, j'ai prolongé mon état adaptatif et je l'ai encore maximisé en m'entraînant le lendemain matin. Que ce soit après le bi-quotidien ou le sleep low, juste après ma deuxième séquence, je mange tout de suite et je mange normalement et je mange plus que ce que j'aurais fait en temps normal. Durant ces séquences, on périodise l'apport des glucides autour de l'entraînement, mais on ne mange pas moins de glucides. D'accord? Donc, on va les répartir autrement sur ta journée. D'accord? Pour maximiser les adaptations. Donc ça a été testé notamment chez des triathlètes. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors attends, quand tu dis tu manges pas, notamment quand tu fais un bi-quotidien, c'est vraiment tu manges rien du tout ou tu manges mais un tout petit peu. Non, je veux dire, rien. Rien. Donc Rien. moi, Alors, mon coach quand il me met des bi-quotidiens, parfois il me met un 30 le matin et un 10 le soir. Donc entre le 30 et le 10, je mange rien du tout. Ouais, alors ce qu'on fait plutôt, c'est tu manges rien. Tu peux manger, et c'est même conseillé de manger 20 grammes de protéines pour reconstituer un petit peu les adaptations, les enzymes pour les muscles, surtout si tu fais de la course à pied. Mais tu manges même pas une feuille de salade, il n'y a pas de glucides. Par contre, ce qu'on conseille en général, c'est de faire une séance de fractionné en première séance, parce que quand tu fais du fractionné, tu vas taper à haute intensité, et donc finalement, c'est là que tu baisses ton glycogène musculaire. Que si tu fais de l'endurance, tu consommes des graisses et peu de glucose. Donc finalement, tu baisses moins ton glycogène musculaire. Bon, après, avec un 30 km, tu le baisses quand même. Mais on conseille de faire ça parce qu'en plus, c'est une séance de qualité. Et comme tu avais mangé avant, tu as pu faire cette séance de qualité. Et après, sur la deuxième séance, tu l'as fait en endurance. Comme tu as peu de glycogène, faire du fractionné, ça va être compliqué. Par contre, tu n'as pas besoin de beaucoup de glycogène pour faire l'endurance parce que tu consommes des graisses et tu fais ton effort avec des graisses. Et donc, la bonne solution, c'est ça. C'est fractionner en première séance, endurance en deuxième séance. Mais effectivement, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait ça lundi dernier. J'ai fait du fractionné le matin où j'ai fait... c'était une séance, c'était des 5 minutes. En faisant, j'ai fait 4 fois 1 minute 30 à VMA, 3 minutes 30 à 85%.
et 2 minutes de récup. Donc c'est une séance qui fracasse bien. Et j'ai pas mangé, et le soir j'ai été courir 17 km. Et pendant tes entraînements, évidemment, tu manges pas non plus. Alors tu bois éventuellement, mais tu manges pas. Tu bois de l'eau, pas de boisson, pas de poisson effort. Alors c'est intéressant, mais en même temps ça m'inquiète. Enfin, tu vois, je veux dire, on nous rabâche tout le temps qu'il faut manger pendant l'entraînement, il faut boire éventuellement des électrolytes, de la boisson de l'effort, etc. Enfin voilà, chacun prend un petit peu ce qu'il a envie de prendre, mais et ton risque de blessure là-dessus, je veux dire, tu fais une séance de fractionné, tu te charges en lactate. Déjà, tu manges pas après, donc tu dois crever la dalle. Et puis le soir, pour repartir, alors que t'as les muscles bien durs, ça doit pas être facile quand même. Alors, c'est pas facile, mais en fait, tu t'y adaptes. Quand j'ai commencé ça au début, alors j'ai commencé le slip low. Le slip low, donc c'est entraînement fractionné le soir. Donc c'était testé en triathlon. Hein. Donc ils faisaient du fractionné à pied. Donc c'était 5 fois 5 minutes à 90%. Ou 6 fois 5 minutes en alternance avec 6 fois 5 minutes, 5 fois 6 minutes en alternance à 90%. D'accord, avec 2 minutes de récup. Parce que c'est un effort qui est assez long et assez intense qui permet vraiment de baisser le glycogène. Après, ils avaient 20 grammes de protéines avant de se coucher, et le lendemain matin, ils faisaient 2 heures de vélo à jeun. D'accord ? Et donc, ça fonctionne. Donc, moi, je l'ai testé, j'ai fait ça, mais une fois par semaine. D'accord ? Donc, tu fais cette séquence une fois par semaine. Mais les autres séquences de la semaine, les autres entraînements de la semaine, tu manges. Et surtout, les autres entraînements, tu manges beaucoup, tu peux même en profiter pour faire de l'entraînement digestif. Et tu t'entraînes. Un sujet qu'il faudra aborder aussi. Hein. Donc, on le pose là pour l'instant, puis on reviendra tout à l'heure. Donc tu t'entraînes comme ça. La première fois, donc je suis pas parti loin à vélo le matin. Je suis resté sur mon home trainer. J'ai bien fait parce que franchement, j'étais pas brillant. Ça avançait pas bien vite, mais je l'ai fait. Et j'ai fait ça une fois par semaine pendant 4 semaines. La 4e semaine, j'ai fait mon fractionné le soir. Le lendemain matin, j'ai fait 2 heures de vélo à jeun. 1h30 de course à pied à jeun en enchaînement direct, et j'ai bu que de l'eau. Et c'était bien meilleur, c'est passé sans problème. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment profitable. Alors au début, c'est dur, c'est angoissant, parce que c'est encore plus fort que l'entraînement à jeun, quoi. Hein. Tu n'as rien mangé la veille, tu t'es bien mis minable à pied. Et voilà. Mais finalement, ton organisme s'y habitue, et tu progresses, et après tu apprends à utiliser les graisses pour ces intensités d'effort, et tu deviens plus efficace. Par contre, ça se fait pas tous les jours. Ça se fait pas tous les jours. Moi, je conseille de le faire une fois de temps en temps pour comprendre un peu ce que c'est. Tu le fais ensuite pendant 4 semaines, 8, 7, 6, 5 semaines avant la compétition, donc une fois par semaine. Et tu as des acquis qui vont te garder jusqu'à la compétition. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est fatigant, qui est éprouvant. Si tu le fais tout le temps, et d'ailleurs, il y a une étude qui est parue, si tu le fais tout le temps, tu vas être sur entraînement, tu vas être fracassé. Il ne faut pas le faire tout le temps. Il faut le faire une fois par semaine en coordination avec d'autres séquences ou d'autres entraînements où tu manges régulièrement dans l'entraînement. Et en plus, cette journée où tu as fait l'entraînement à glycogène bas, il faut que tu manges autant que d'habitude. Donc, il faut vraiment que tu périodises autrement. Donc, oui, il peut y avoir une fatigue, tu testes en amont et tu t'arrêtes 4 semaines avant la compétition, mais tu en sors un bénéfice comme ça, et surtout, il ne faut pas faire que ça. Juste un point de précision, quand tu dis tu baisses ton glycogène, est-ce que tu as des moyens de vérifier ton niveau de glycogène dans les muscles, ou c'est juste, finalement, c'est la théorie qui te dit, si tu fais une bonne grosse séance de fractionné long, puis après tu manges pas, tu es sûr que là, c'est vide? Tu veux faire d'une biopsie musculaire à chaque séance? Ah non, mais c'est la question. Enfin, je veux dire, non. Tu vois, on a bien, par exemple, le Super Sapiens pour mesurer ton taux de glucose dans le sang. Est-ce qu'il y a des moyens de mesurer ton taux de glycogène dans les muscles? Non, c'est la biopsie seulement. C'est la biopsie, donc tu peux pas savoir. Il faut se fier à ce que on a trouvé sur les séquences. Et donc c'est pour ça que je recommande du fractionné long, mais une bonne séance de fractionné long à ce moment-là. Et des 30-30, ça sera pas l'idéal. Il faut vraiment que ça soit du fractionné long, parce que sur des 30-30, tu vas avoir d'autres paramètres qui vont venir un peu perturber ton effort, l'acidité, les choses comme ça. Et donc, il faut que ça soit assez long comme effort. Donc, les 6 fois 5 minutes, 5 fois 6, 4 fois 8. Alors, celle que j'utilise en ce moment, c'est celle que je t'ai donnée. Ou alors, je peux faire 40 secondes AVMA, 1 minute à 85%, 40 secondes AVMA, 1 minute à 85%, 40 secondes AVMA, 1 minute à 85%. Donc, ça fait encore un effort de 5 minutes, mais avec 2 minutes à AVMA au 100 et 3 minutes à 85%, qui te permet vraiment de rester assez haut en fréquence cardiaque en permanence et qui sont assez efficaces. Tu peux faire ça 5 fois. Ça a été publié par Ronstad, un Norvégien qui a travaillé aussi sur la polarisation et la musculation. Bon, les Norvégiens en ce moment, ils sont assez à la mode, donc on va regarder ça de près.
Et Fabrice, tu peux peut-être nous rappeler pour ceux qui nous écoutent, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, la différence entre le glycogène pardon, et les glucides. Alors le glycogène, alors les glucides, c'est des molécules que tu trouves dans ton alimentation, donc le glucose, le saccharose, l'amidon, la maltodextrine, le fructose. Donc ça, c'est les glucides. Parmi ces glucides, il y a le glucose, qui est la molécule de référence, et le glycogène, c'est un assemblage de glucose qui te permet de le stocker plus efficacement que tu as dans ton foie et dans tes muscles. Ça te paraît clair ? Oui. Donc le glycogène, c'est un assemblage de glucose. Voilà. Donc finalement, c'est plein de molécules de glucose entre elles, ou c'est du glucose plus autre chose, Non. plus des enzymes, plus... Non, c'est plein de molécules de glucose entre elles. Bon, il y a de l'eau avec, parce que pour stocker du glycogène, 1 gramme de glycogène musculaire est stocké avec 2 à 3 grammes d'eau. C'est pour ça que quand tu fais un effort long, si tu perds 300 grammes de glycogène, un sportif d'endurance peut aller jusqu'à 600 grammes de glycogène musculaire. Donc si tu perds 300 grammes, finalement, de glycogène musculaire lors d'un Ironman, on va dire par exemple, il faut que tu aies perdu 1 kilo parce qu'il va y avoir 600 grammes d'eau avec. Donc en fait, tu dois finir un Ironman, tu dois avoir perdu du poids. Ouais, ce qui est relativement classique. Et d'ailleurs, souvent, on conseille de se peser avant un gros entraînement ou avant une compétition, d'additionner un petit peu tout ce qu'on boit et tout ce qu'on enlève, parce que ça arrive de temps en temps qu'on aille faire un petit pipi sur la route. Pour autant qu'on arrive à le mesurer ou savoir à peu près ce que ça peut représenter, et puis de se repeser après pour voir un petit peu quelle est la différence de poids. Oui, mais alors là, on parle surtout ça pour l'hydratation. Tout à l'heure, tu parlais, et je voulais qu'on revienne rapidement dessus, de l'entraînement digestif. Qu'est-ce que c'est et quel intérêt ? Alors, tu sais bien que les troubles digestifs sont prédominants chez nous, sportifs d'endurance, qu'on soit trailer ou triathlète. Tu vois bien le nombre de triathlètes qui vomissent sur Ironman ou qui ont de la diarrhée ou qui se tiennent le ventre tordu en deux en essayant d'avancer. En fait, les troubles digestifs sont super fréquents chez nous pour plusieurs raisons. D'abord, le flux sanguin est diminué. Le flux sanguin intestinal, il est diminué parce que tes muscles, ils appellent tout le flux sanguin parce qu'ils sont en plein fonctionnement, donc ils veulent plein d'oxygène, donc le sang, il va vers les muscles. Et donc, ça se fait au détriment de tout le système digestif. Donc, ton système digestif, il est perturbé. Ensuite, les glucides que tu avales, si tu en avales trop, ils vont pas être assimilés, donc ça va fermenter et ça donne des troubles digestifs. Ensuite, il y a tout le système digestif qui ballotte dans ta cage abdominale, là, quand tu cours. Et puis il y a ces phases d'ischémie. Donc tout ça, ça fait que ton système digestif, il est vraiment embêté et ça favorise les troubles digestifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une capacité limitée d'assimilation du glucose dans ton intestin. En gros, c'est 1 gramme par minute. Donc tu ne peux pas assimiler plus de 60 grammes de glucose par heure d'effort. D'accord ? Parce que tu as un nombre de transporteurs limité. Et donc le but de l'entraînement digestif, c'est d'augmenter ton nombre de transporteurs. Donc, tu vas t'entraîner avec 90 grammes de glucose par heure, donc au-delà de ce que tu es capable d'assimiler en temps normal, et tu vas améliorer ton nombre de transporteurs et tu vas améliorer tes facultés à utiliser les glucides, à assimiler le glucose durant l'effort. Comment ça se traduit pour toi ? Ça se traduit que finalement, tu vas avoir plus de glucose qui passe dans le sang, donc plus de glucose disponible pour les muscles, donc tu améliores tes performances, et comme il y en a plus qui passent dans l'intestin, t'en as moins qui stagnent dans l'intestin, donc qui fermentent, donc moins de troubles digestifs. Donc c'est d'une pierre deux coups. Donc entraînement digestif, c'est je fais des efforts à l'entraînement avec plus de 90 grammes de glucides par heure. Alors pour te rendre compte, 90 grammes de glucides, un gel c'est 20 grammes, une banane c'est 20 grammes, une barre c'est 20 grammes, un bidon c'est environ 30 grammes. Donc ça veut dire que pendant 1 heure, il va falloir que tu avales 3 gels et un bidon. Donc ça fait une grosse quantité. C'est énorme. Bon, et puis du coup, pour les premiers entraînements que tu fais comme ça, j'imagine qu'il faut partir avec le paquet de mouchoirs ou le rouleau de papier toilette. Pourquoi pas ? Ok. Bon, on a fait un beau tour, on a abordé pas mal de sujets. Est-ce qu'il y avait d'autres points qui, pour toi, semblaient importants, nécessaires à mettre en avant pour conclure un petit peu ces presque 2 heures d'échange qu'on a pu avoir ensemble ? Non, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses qui étaient importantes et souvent il y a des choses qui sont un peu délaissées. Et le sommeil, c'est super d'en parler. L'autre truc, c'est sur l'entraînement à glycogène bas, ce qui est important, c'est vraiment de pas manger moins. Et il y a une chose qui est super importante. À table, on prend plaisir et on mange des bonnes choses et on se fait plaisir à partager
et on ne devient pas un triathlète tristoun qui mange que des pâtes. On mange des légumes, des couleurs, on a envie de manger avec les autres. Si on fait un écart parce qu'on est avec des copains à table ou avec des choses comme ça, on fait un écart, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est vraiment, j'insiste dessus, c'est à table, on doit continuer à prendre plaisir et surtout, les gens, ils doivent pas dire oh non, pas lui, ça va être casse-pied. Voilà, les gens qui viennent manger à la maison, en général, ils savent qu'ils vont bien manger et que ça sera bon, quoi. Et je trouve que ça, c'est vraiment super important. Et en même temps, quand tu dis les écarts, c'est quoi pour toi un vrai écart? Qu'est-ce que tu recommanderais pas, justement, aux triathlètes? Le McDo. Okay. Bon, les fast-food au sens large, hein, on va pas les cibler en particulier. Non. Mais Non, l'avantage, c'est que finalement, quand une fois que tu as appris à bien manger, tu n'as pas envie de manger du McDo, tu n'as pas envie de manger des plats ultra transformés. Mais si tu as un apéro avec les copains, tu as un apéro avec les copains, et puis c'est pas dramatique. Si ce jour-là, tu n'as pas mangé comme tu le faisais d'habitude, c'est pas dramatique, il ne faut pas que ça soit tous les jours. Après, finalement, tu as très peu de trucs vraiment interdits. Il ne faut pas gaver de bonbons. Enfin, tu as très peu de trucs vraiment interdits une fois que tu le fais très occasionnellement. Et c'est un... Enfin, je pense que tu abordes aussi la santé mentale du triathlète. Et j'en parlais justement avec Nicolas Darvan, qui me coach depuis un moment, qui disait, en fait, le gros risque des triathlètes amateurs qui se lancent, qui découvrent le truc, en fait, ils se donnent à fond parce que voilà, souvent, c'est aussi les triathlètes, c'est souvent des personnalités assez... voilà, qui aiment bien le challenge, qui aiment bien aller jusqu'au bout des choses, etc. Et donc qui vont se donner à fond. Jusqu'à un moment, en fait, ça va devenir tellement une religion, si tu veux. Ils vont être tellement extrêmes dans leur pratique qu'ils vont en perdre le plaisir et puis en fait ils vont se dégoûter et voilà. Et je pense que ce que tu disais par rapport à la nutrition, ça revient un petit peu, ça rejoint un petit peu cette notion là de dire en fait finalement ouais, tu fais du sport, t'as envie de performer, mais oublie pas que faut aussi se faire plaisir, quoi. Ah ouais, c'est très important. Merci Fabrice, je pense qu'on a fait un joli tour. Avec plaisir. J'ai encore 2 petites questions pour toi. L'avant-dernière qu'on pose toujours, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi, à ton avis, par rapport à tout ce dont on a échangé, par rapport à ton expérience, par rapport à tes connaissances, par rapport à tes recherches, puisque tu me disais que toi, tu lis les publications scientifiques et puis t'en ressors l'essentiel moelle, la substantielle moelle, et puis après tu mets en pratique et après t'écris un livre. Donc, au regard de tout ça, toi, Fabrice, quel serait ton conseil pour devenir triathlète? Waouh. Pour devenir triathlète, on peut tous devenir triathlète. Déjà, il faut commencer par s'entraîner, c'est le plus important. Et on n'a pas besoin de s'entraîner comme des malades, faut y aller progressivement. Alors, j'avais écouté votre podcast avec Seb Chéniaud, et il y avait un truc que je pense et que j'avais formulé, mais juste pour moi, et que j'avais jamais formulé, et qu'il a formulé. Je lui en ai parlé d'ailleurs au téléphone l'autre jour. Progresser, mais très progressivement. Et je trouve que c'est génial parce que c'est ce qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller progressivement et après on avance et ne faites pas tout d'un coup. Commencez par vous entraîner, ensuite améliorez votre nutrition, ensuite faites un peu de musculation, ensuite faites un peu ça, mais ne mettez pas tous vos paniers dans le même zoo dès le départ parce que vous allez tout casser. Donc il faut y aller. Il faut progresser très progressivement. Ouais, alors pour rappel, l'épisode avec Seb Chéniaud, c'était 278. S'il y en a qui veulent aller le réécouter, vous ouvrez votre appli de podcast et puis vous pouvez écouter ou réécouter le 278. Merci pour ce petit ping. Effectivement, progresser progressivement, c'est peut-être un peu la clé de tout ce dont on vient de parler. Et puis pour terminer, Fabrice, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on échange avec toi au-delà d'aller lire tes livres, bien évidemment, parce que là, on aura une mine d'informations, mais si on veut rentrer dans l'échange, justement. Alors, je suis sur Facebook, il y a ma page Facebook auteur, il y a mon blog chez Thierry Soucard, mon éditeur, un petit peu sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à l'utiliser. Et puis voilà. Puis j'ai mes consultations en vidéo, s'il y en a qui veulent, sur Alivio, s'il y en a qui ont besoin de consultation nutrition pour le sport.
Super. Bon, puis on l'aura compris, tu nous as dit que tu étais en région parisienne, donc peut-être qu'un jour, certains auront l'occasion de te croiser sur les chemins, et on a compris que tu aimes bien faire des bosses, donc peut-être aller du côté des bosses en Seine-et-Marne, c'est ça? Ouais, mais je suis dans le nord de la Seine-et-Marne, je suis pas dans le sud à Fontainebleau. Ça marche. Merci beaucoup, Fabrice, pour cet échange. On te souhaite une bonne continuation. Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité et des nouvelles aventures sur le podcast Devenir Triathlète. Tout à fait. Un grand merci à toi, Fabrice. C'était un épisode riche et assez complet. On a parlé de pas mal de choses, donc voilà, hyper intéressant. C'était un plaisir aussi de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se parlait tous les deux, donc voilà. Et Hermano, effectivement, à la semaine prochaine pour un nouvel invité. Ciao. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.